Bon, par contre, évidemment, on ne peut pas ne pas parler de ce qui s'est passé. Donc, les copains, si vous êtes d'accord, on va d'abord, si vous voulez bien, commencer. Et là, je vais vous laisser plus parler. Et moi, je vous poserai juste des questions. Qui est chaud pour présenter d'abord, c'est quoi Hyperliquid? On va parler pour l'instant du produit. D'accord? Donc, qui est chaud pour nous présenter, voilà, en gros, qu'est-ce que c'est? Je pense que Lilian maîtrise le mieux le sujet. Il a écrit dessus. Let's go. Ouais. Ça m'embête parce que je risque de monopoliser la parole après. Ah, mais t'inquiète, je te coupe. Et surtout, les gars, s'il vous plaît, pour éviter de spoil ou de casser un peu la structure, on reste sur la présentation froide. On ne parle pas de l'exploit pour l'instant, on verra plus tard. Qu'est-ce que c'est Hyperliquid, s'il vous plaît? Alors, Hyperliquid, c'est une plateforme de trading décentralisée. Alors, décentralisée, bon, on y reviendra. Ça reste décentralisé, mais bon, voilà. C'est une plateforme qui permet donc de faire du trading sur des contrats perpétuels. On-chain, contrats perpétuels, voilà. Ouais. Grosso modo, pour résumer, pour ceux qui ont vraiment une compréhension assez basique du sujet, c'est une plateforme sur laquelle vous pouvez déposer de l'argent et faire du trading sur des cryptos avec effet de levier, comme ce que vous avez disponible sur plein de plateformes centralisées. La différence, c'est que là, c'est fait de manière décentralisée, on-chain, c'est-à-dire que le carnet d'ordre, toutes les fonctionnalités, on va dire, de la plateforme de trading est localisé sur la blockchain. Tout est géré par une blockchain. Donc, Hyperliquid, ça s'est lancé fin 2022, début 2023, si je dis pas de bêtises. Et la plateforme n'a cessé de croître au fur et à mesure du temps. Et c'est devenu aujourd'hui la plus grosse plateforme décentralisée pour faire du trading en crypto, avec quelque chose comme 60% de part de marché. Ça fluctue pas mal, 60% de part de marché. Et une grosse part de marché aussi par rapport aux plateformes centralisées. Je crois que la stat, c'est 10% des volumes de Binance. Donc, c'est quand même assez énorme. C'est la première fois qu'on arrive à avoir une plateforme qui prend autant de parts de marché. Et comme tu l'évoquais, donc Hyperliquid, c'est effectivement ce produit-là. Ça, c'est le produit phare. Et quand les gens ont découvert Hyperliquid, ça a été lors de l'airdrop qui a eu lieu donc en novembre dernier, parce que c'est le plus gros airdrop de l'histoire des cryptos. Et les gens ont pu comprendre que derrière Hyperliquid, plus de 7 c'est un airdrop à 11 milliards de dollars au top. Ouais. Au top du token, quelques semaines plus tard, c'était 11 milliards de dollars. Et donc, quand les gens ont découvert Hyperliquid, ils ont découvert la plateforme et ils se sont rendus compte que Hyperliquid, c'est pas qu'une plateforme de trading, c'est aussi derrière, comme tu le disais tout à l'heure, une équipe qui a construit sa propre blockchain pour répondre aux exigences d'une telle application et qui a construit aussi une autre blockchain qui s'appelle HyperEVM. Il y a toute une infrastructure, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais voilà, c'est un produit qui cache en réalité toute une technologie ultra intéressante, une blockchain, une L2 qui est compatible avec Ethereum, etc., etc., etc. Il y a plein de choses à raconter dessus, et on parlera peut-être un petit peu plus tout à l'heure. C'est très clair. Alors, deux petits éléments. Effectivement, nous, on a peut-être tous déjà essayé à l'époque sur Binance de faire du levier. Et puis, c'est vrai qu'entre-temps, les futurs, ils ont été interdits dans plein de pays, et notamment en France. Et donc, on peut comprendre que certains se disent soit je vais sur un échange centralisé qui fait des futurs, mais qui n'est pas régulé, avec voilà, les risques associés, etc., liste noire AMF, etc. Et puis, il y en a d'autres qui, qui connaissaient un peu la DeFi et se sont dit bah, attends, je peux peut-être faire aussi de l'investissement, donc soit pari à la hausse, pari à la baisse, avec potentiellement un effet de levier. Je peux le faire on-chain, sans passer par un tiers, et surtout sans KYC, sans tout ça, parce qu'il y a ça qui joue aussi là-dessus, bien sûr. Hein. Et là, à l'époque, la solution la plus connue, c'était DYDX. D'ailleurs, on a une question là en commentaire. C'est quoi la différence avec DYDX? Je vous laisse répondre. Moi, je ne connais pas plus que ça. En deux mots, la différence, c'est que d'abord, ce sont toutes les deux des plateformes qui permettent de faire du trading, comme tu l'as expliqué. La différence, on va dire qu'elle va se jouer peut-être sur le fait que Hyperliquid a conçu sa propre chain en dessous, ce que veut faire, et ce qu'a fait d'ailleurs finalement DYDX. Ils étaient lancés d'abord sur quelque chose qui était bâti sur Cosmos, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, ils ont leur propre chain maintenant aussi, mais Hyperliquid, dès le départ, s'est dit, nous, on construit notre propre chain ultra performante, ce qui permet d'avoir une expérience utilisateur qui est quand même, il faut le dire, beaucoup plus fluide, beaucoup plus agréable, et aussi ce qui leur permet de proposer des frais qui sont
concurrentiel. C'est-à-dire que c'est les plus petits frais que tu puisses trouver sur une plateforme décentralisée. C'est au niveau des frais de Binance, c'est pour te dire quand même que vraiment on est sur un niveau de frais qui est tout simplement parmi les plus faibles du marché. Et en plus, la plateforme ne prend aucun bénéfice sur ces frais-là. C'est-à-dire que là où l'ensemble des frais va dans les poches des plateformes centralisées habituellement, et pour DYDX, c'est le cas aussi. Sur Hyperliquid, c'est l'inverse. Tous les frais sont distribués dans un truc qui s'appelle le HLP, donc Hyper Liquidity Provider, un vault, on en reparlera plus tard. Vous avez la possibilité en tant qu'utilisateur de déposer des dollars dessus et vous pouvez vous exposer en fait aux revenus générés par le protocole. Voilà. Il y a plusieurs éléments qui font que c'est un peu différent quand même. Là, ce qu'on voit sur le site, c'est 400 000 utilisateurs à peu près. Enfin, j'avais regardé le soir où il y a eu l'accident, je voyais 400 000 utilisateurs. Bon, effectivement, c'est quand même pas mal. Et effectivement, des parts de marché qui ont été complètement, ils ont tout pris quasiment sur le marché. À l'époque où il y avait en perp Dex, il y avait que DYDX, à part peut-être quelques solutions. Il y avait Jupiter sur Solana quand même. Ah, Jupiter, qui d'ailleurs est toujours deuxième. Ok. Ouais. Ah tu vois, ok. Vraiment pour le coup, merci parce que je ne suis pas du tout un spécialiste de ça. Joystar, tu voulais intervenir? Ouais, juste DYDX, avant c'était sur Ethereum, c'est après qu'ils ont bougé vers les Cosmos, et je pense que c'est là l'erreur qu'ont fait DYDX par rapport à Hyperliquid, parce qu'Hyperliquid, tu peux y accéder très facilement depuis l'écosystème Ethereum avec notamment Arbitrum, maintenant Ethereum depuis quelques jours, là où DYDX se sont un peu isolés sur tout ce qui est Cosmos, et je pense que ça a été une erreur, et c'est pour ça qu'ils se sont fait un peu rouler dessus cette année par Hyperliquid. Voilà. C'est intéressant. Après, c'est vrai que Cosmos, on a le sentiment, mais peut-être à tort, que l'avantage de Cosmos, c'est le SDK qui te permet de créer ta propre blockchain, de la paramétrer, de faire un peu ce que tu veux. Et donc, ce côté un peu, je fais ma blockchain à ma sauce, c'est un peu différent que de se faire que de partir entre guillemets de zéro et se mettre en roll-up sur Ethereum, comme ont pu le faire, je sais pas moi, des Ternoa ou d'autres projets, tu vois. Donc peut-être que c'était ça leur stratégie, non? Hyperliquid, ils utilisaient justement le Comet BFT de base. Ils l'ont après changé pour une variante de Hot Stuff, si je dis pas de bêtises. Mais par contre, ils sont restés très très proches de l'écosystème d'Ethereum et ils sont pas restés full sur Cosmos. J'ai l'impression que DYDX sont un peu isolés là-dessus. Ouais. Mais je suis pas certain. J'ai pas trop utilisé DYDX, c'est un peu le ressenti que j'en ai en ayant écouté les interviews, quoi. Non, mais en tout cas, ce qui est vrai, c'est que sur Cosmos, il y a encore des problèmes d'interopérabilité, ne serait-ce qu'à l'intérieur même de Cosmos, sans parler évidemment de l'extérieur. Donc bon, c'est un choix. Alors on verra lequel sera payant. Ici, on essaye, les copains, évidemment, on n'a pas de parti pris. On n'est pas là pour dire voilà. Mais en tout cas, on présente les choses. Puis après, chacun évidemment font. Après, c'est la data. Tu vois, si tu vas sur Artemis, tu vas regarder le marché perp, tu le vois, le market share, tu vois que DYDX pour le moment se fait rouler dessus. Après, ça peut revenir. Mais la data, elle est là. Non, je me suis peut-être mal exprimé. Je dis pas qu'on n'a pas le droit de donner son avis ou de factuellement dire ils se sont fait défausser. C'est pas ça que je voulais dire. C'est juste que comme il y a quand même des tokens DYDX, des tokens Hype, etc. Voilà, juste qu'on fasse un peu attention avec ce petit disclaimer. Mais après, évidemment, non, ne vous retenez pas de dire qu'il y en a un qui s'est fait défoncer. Surtout si c'est pas tellement le cas. Non, au contraire. Ok. On a présenté c'est quoi en gros. Peut-être l'un d'entre vous, on ne sait pas le niveau de l'audience en vérité, peut nous expliquer c'est quoi un contrat futur, qu'est-ce que ça veut dire de long ou de short une position, parce que ça va nous servir après évidemment. Qui veut essayer? Tu peux demander à TX, il a écrit pour nous un super article sur l'histoire du leverage on-chain et comment est-ce que justement on a construit pour la première fois sur BitMEX d'ailleurs les premiers contrats futurs. Alors, avant ça, je crois qu'on nous dit dans les commentaires que DYDX c'était peut-être sur Starknet avant. Et je crois qu'en fait, c'est vrai, je me rappelle de ça. Alors en fait, effectivement, c'était build sur. Je me souviens plus le nom du produit, mais Starkware développait, une espèce de chain que tu. StarkEx, exactement, voilà, StarkEx, qui a été utilisé par ImmutableX, d'autres chains. En fait, ils utilisaient cette techno-là pour avoir leur chain sur Ethereum quand même dans tous les cas. Voilà. Oui. De toute façon, basé sur Starknet, c'est un layer 2 en ZK, mais c'est un layer 2 de Ethereum. Ok, on avance. Donc TX, tu as été missionné par tes amis pour. De toute façon, je pense que je me serais proposé parce que j'aime bien l'expliquer ça. Let's go.
Mais en gros, le concept des contrats futurs, c'est que tu établis un contrat en fait qui va te permettre d'acheter ou de vendre un actif à une date précise dans le temps, tu vois. Ça, c'est le genre de truc qui était utilisé par exemple, je sais pas moi, imagine, t'es un agriculteur et tu sais que tu vas avoir une récolte de temps, je sais pas, de 100 tonnes par exemple pour une parcelle en particulier, et tu vois que le prix il fluctue, et ben tu vas pouvoir te dire, ben, moi je te fais un contrat pour te dire que ben, dans le futur, j'aimerais te vendre telle chose à tel prix, à telle échéance, quoi. Et donc pour un agriculteur, par exemple, bah, ça lui permet de s'assurer que sa récolte sera vendue déjà, et puis qu'elle sera vendue à un certain prix. Et ça, bah, c'est quelque chose qui peut servir dans l'industrie pour tout un tas de matériaux, tu vois. Imagine, tu dois t'approvisionner dans un certain matériau dont le prix fluctue, ben, ça peut servir aussi. Et en fait, ces contrats futurs, bah, ils ont été après repris par la finance, parce que du coup, ça te permet plein d'autres choses. Ça te permet de te hedge. Par exemple, ben, si tu es, exposé à un certain actif, ben, tu vas pouvoir, dire: «Ben, moi, je veux te» par exemple, je sais pas, tu as 1 bitcoin en réserve, et le prix du bitcoin fluctue beaucoup, ben, tu peux dire, «Ben, moi, je vends un contrat futur», donc c'est-à-dire je m'expose négativement au bitcoin pour compenser cette volatilité. Et puis dire: «Bon, ben, je te vends un bitcoin dans, je sais pas, un mois», par exemple. Et en fait, ce qui se passe, c'est que, ben, comme j'ai dit, ouais, ça a été repris en fait, ce qui se passe, c'est En fait, que en ça te gros, permet aussi d'avoir du normalement, levier. un contrat futur, normalement, c'est entre deux parties, un vendeur et un acheteur. Et le but du jeu, c'est justement bah, de pouvoir parier sur le prix d'un actif à terme. On y reviendra parce qu'il y a des contrats qui sont à terme et puis il y a des contrats perpétuels. On y reviendra juste après. Et Ouais. donc, la finance s'est emparée de ça en spéculant, en pariant sur ces contrats entre deux tiers. Et donc, un gars, il va venir, un trader, il va venir parier sur le prix du pétrole, du blé, etc. Et il va voilà, parier qu'à la fin, à terme, il sera plus haut ou plus bas que le prix au moment de l'ouverture du contrat. Et donc, il y a perpétuel et il y a contrat à terme. Donc, en gros, peut-être pour expliquer, En hein, fait, ce qui s'est passé, c'est que, les contrats futurs, tu vois, c'est très cool, dans la finance traditionnelle, parce qu'en fait, tu as toujours des histoires d'échéance, tu vois? Il y a la fin de la semaine, il y a la fin du trimestre, il y a même la fin de la journée, puisqu'il faut le rappeler, mais la bourse, c'est que de 9 heures à 17 heures, je crois, tu vois? Ou 17h30. Au-delà, c'est fermé, et rien ne peut s'échanger la nuit. Et bah, la crypto, ça marche pas du tout comme ça, puisque Bitcoin, c'est 24 heures sur 24, Ethereum, c'est 24 heures sur 24. La blockchain, elle marche tout le temps, quoi, elle s'arrête jamais. Et donc, avoir des contrats qui ont des échéances, ben, ça peut poser des problèmes, parce qu'en fait, tu es tout le temps en train de les renouveler, ou tu es tout le temps en train ouais, ouais, de renouveler tes positions. Et donc ce qu'a fait BitMEX, l'exchange, du coup, en 2016, si je dis pas de bêtises, c'est qu'ils ont proposé ces contrats futurs, donc ils appellent perpétuels, où en fait tu spécules sur un actif, mais il y a jamais d'échéance. Et la particularité de ces contrats, c'est que, ils introduisent l'idée qu'il y a un funding rate. C'est-à-dire que, comment expliquer ça simplement? L'idée, c'est que, quand tu as par exemple un contrat futur sur, une ressource bien matérielle, comme je disais tout à l'heure, par exemple du blé, tu vois? Une récolte de blé, et ben, il y a un jour où ce contrat futur se termine, et donc il y a une sorte de retour à la réalité, heu, où en fait la valeur de ce contrat, reste liée à celle de son sous-jacent, du blé, parce que tu sais que dans X mois, eh bien, il va falloir que ce blé soit livré. Et donc le contrat futur tend, à son échéance vers la valeur de son sous-jacent. Et dans un contrat perpétuel, il y a jamais de livraison, en fait. C'est-à-dire tu spécules sur un actif, mais il y a jamais de fin à ce contrat. Et donc en fait, pour rattacher cette, valeur du contrat, à la réalité, à celle de l'actif sous-jacent, et ben, c'est là qu'ils ont mis en place ce système de funding. Et en fait, ce système de funding, c'est très simple, c'est un frais qui, est payé soit par les acheteurs, soit par les vendeurs, pour rééquilibrer le marché selon le prix actuel. Donc, par exemple, je sais pas, je dis une bêtise, là, le prix actuel du bitcoin, par exemple, c'est 87 000. Si le contrat futur est un peu trop haut,
et ben, ça veut dire qu'il y a trop d'acheteurs par rapport aux vendeurs, il y a un déséquilibre et donc en fait, ce qui se passe, c'est que, les acheteurs vont payer un frais toutes les, X heures, donc en général, c'est tous les 8 heures, pour, rééquilibrer ça et pour inciter du coup des gens à acheter des contrats à la baisse, pour que les 2 Mmh. soient plus équilibrés, quoi. Donc là, c'est le marché qui s'autorégule et qui élimine ces anomalies de marché. Et c'est ce que font d'ailleurs soit les utilisateurs d'une plateforme, soit des market makers qui sont là justement pour résoudre. C'est vraiment ça le terme, c'est des anomalies de marché. De l'arbitrage même, je dirais. Ouais, tu penses Parce que. que du coup, ça fait qu'en fait, ce système de funding rate qui n'existait pas avant, qui a été inventé spécifiquement pour, la crypto et pour ses contrats perpétuels, et ben, en fait, ça permet de créer des stratégies, tu vois? C'est-à-dire que, imagine que par exemple, ce qui se passe la plupart du temps, c'est que ces fundings, ils sont positifs. Ça veut dire que ce sont les gens qui parient à la hausse qui, qui payent, ceux qui parient à la baisse, parce qu'il y a souvent plus de gens qui parient à la hausse qu'à la baisse. Et en fait, ce frais, ça fait que, bah, si toi tu as une position short et ben, la plupart du temps, donc tu paries à la baisse et ben, tu es payé pour détenir cette position et donc tu peux contrebalancer ça, se faire, ce qu'on appelle un hedge en détenant l'actif, sur le marché spot. Donc en gros, l'idée, c'est que tu aurais par exemple, je détiens 1 BTC dans mon portefeuille, j'ai une position short Ouais, de 1 BTC, c'est delta les 2 neutral, quoi. s'équilibrent et je suis Ouais. payé pour, tenir cette position, quoi. C'est sur ce principe-là que Ethena fonctionne, par exemple, avec son On stablecoin, parle USDE. Mais on a un peu On dévié parle de du sujet. stratégie delta neutrale. Ça, on en parle d'ailleurs régulièrement avec Pascal dans les chroniques DeFi le mardi à 11h30. Bon, merci pour ce petit topo, c'est important. Peut-être est-ce qu'on fait un petit focus sur le Vault, hein, et après, ça va nous emmener évidemment sur l'exploit qui s'est passé, exploit qui s'est passé, je crois que c'était mercredi, dans la journée. Voilà. Qui veut parler du Vault, de cette. Bah, sauf si l'un d'entre vous se sent chaud, moi je veux bien continuer parce que, je pense qu'après vous aurez plus à Vas-y, parler, vas-y. tous les 2. Vas-y. L'idée c'est que, sur les plateformes en fait, sur les plateformes traditionnelles, ce qui se passe, c'est que tu as des, market makers. Donc en fait, le market maker, c'est quelqu'un en fait qui est tout le temps là avec de la liquidité pour acheter et vendre et s'assurer que à tout moment, si toi tu veux prendre une position à la vente ou à la baisse, il y a toujours une contrepartie qui peut être là. Et donc, ce job de market maker, c'est des entreprises, donc par exemple, Wintermute qui est bien connu, bah, qui s'occupe d'être tout le temps là, de fournir de l'argent pour que le marché soit liquide et que les investisseurs puissent facilement entrer sortir. Et le truc, c'est que sur les plateformes décentralisées, enfin, en fait, c'est pour que ça fonctionne, il faut que ça repose sur un système de carnet d'ordre. C'est-à-dire, ben, c'est, je sens que je commence à rentrer peut-être dans des trucs un peu trop compliqués, mais tu me dis si je vais trop loin. Mais l'idée, c'est que le carnet d'ordre, c'est là où on liste tous, les ordres et hem et il y a un problème qui est que, ben, faire un carnet d'ordre décentralisé, hem non, attends, désolé, je m'égare en fait, là, je vais nulle part. Le Volt, Mais on revient un peu là-dessus. je Non, reviens au vol, t'inquiète désolé. pas, prends ton temps, Heu on est bien, on est chill. En plus, on n'a rien après. Enfin, moi, j'ai pas d'autres invités après. Donc, si ça doit durer un petit peu, il n'y a pas de souci. Vas-y, TX. Hem, l'idée, du Vault sur Hyperliquid, c'est de dire, au lieu qu'on finance, on paye des market makers qui vont venir fournir de la liquidité chez nous et ben, en fait, on va créer, des, vaults En où en français. fait n'importe qui peut créer sa propre stratégie de trading qui est du market making ou pas, mais qui automatise en quelque sorte le trading sur la plateforme. C'est-à-dire que, ben, moi je crée mon propre vault, je prends des positions avec et des gens peuvent me donner de la liquidité à eux. Je vais trader avec leur liquidité et en fait, ben, cette liquidité, ben, elle est disponible sur le marché et donc c'est pas du market making à proprement parler, c'est plus du copy trading. Mais ce qui se passe, c'est que si tu prends ce vault et que derrière tu mets un algorithme en fait qui fait du market making, et ben, tu crées la possibilité d'avoir un market maker
automatique en quelque sorte, où n'importe qui peut déposer de la liquidité dessus pour faire du copy trading, mais du copy trading sur du market making sur la plateforme. Et donc, si je peux résumer cette histoire-là, c'est que actuellement, de tous les vaults qui existent, la très large majorité de la liquidité se trouve sur un vault qui s'appelle HLP, je crois il s'appelle, enfin Hyper Liquid Vault, je ne sais plus comment. Et ce vault joue le rôle de market maker sur Hyperliquid. Et c'est ça qui est révolutionnaire en quelque sorte, qui est innovant sur Hyperliquid, c'est que le market making et donc générer des frais sur la plateforme n'est pas réservé à des grosses entreprises qui ont beaucoup de thunes et qui font du market making, mais n'importe qui peut venir avec ses stablecoins et générer des rendements à partir de ce vault. Ok, alors moi, ce que j'ai compris, peut-être vulgairement, hein, c'est que j'ai le sentiment que lorsqu'il y a une position qui est prise d'un côté, il y a la même position qui est prise de l'autre côté par le Volt. Enfin, j'ai lu un peu ça. Est-ce que c'est ça? Pas du tout. Quelqu'un veut pondérer ce que j'ai dit? Le rôle du market maker, c'est celui de fournir de la liquidité à tout moment. Donc ça veut dire que toi, quand tu prends une position longue, bah, il y a quelqu'un en face qui a une position short. Et en fait, ben, soit ça peut être d'autres traders qui veulent aussi prendre qui veulent prendre cette position inverse. Et dans toute cette somme de gens qui veulent prendre des positions longues ou short, ben, au milieu, il y a la liquidité du Vault. Et donc le Vault, il a comment dire, il a une position qui est normalement équilibrée avec à la fois des positions longues et short sur les mêmes actifs, qui est pas toujours parfaitement à l'équilibre, mais qui est normalement globalement stable en fait. Ok, c'est clair pour tout le monde. Quelqu'un veut rajouter quelque chose sur le Volt ou c'est bon pour vous? C'est bon. Moi, je peux préciser un truc, c'est que donc effectivement, le HLP, Hyper Liquid Liquidity Provider, c'est donc un Vault qui est ouvert à tous. C'est-à-dire que n'importe qui peut se rendre sur la plateforme, déposer des USDC dedans et il s'expose à la profitabilité ou non d'ailleurs de ce Vault. Ce Vault, il est séparé après en sous-Vault. C'est-à-dire que c'est le nom général qu'on lui donne, mais dedans, en fait, c'est plein de différentes stratégies de market making. Comme l'a expliqué TX, il y en a plein des stratégies. Il va y avoir effectivement aller mettre des liquidités en face de certains ordres parce que sinon, en fait, moi, je suis trader, je veux ouvrir une position sur tel actif, je peux pas parce que le marché me l'autorise pas. Je suis content d'avoir un market maker qui me la met en face. Donc ça, c'est un des rôles, mais tu as aussi le rôle des liquidations dont on va parler tout à l'heure. Les market makers, ils gèrent aussi les liquidations. C'est-à-dire que si moi, je prends une mauvaise position, je dois être liquidé. Mais qui est-ce qui me liquide? C'est les market makers. Et donc, dans le HLP, il y a aussi un vault de liquidation qui s'appelle le Liquidator Vault et qui génère de l'argent. Hein, parce que c'est vrai que liquider des positions… En fait, finalement, si vous voulez, pourquoi il y a tant de plateformes qui font des futures? Pourquoi est-ce que c'est l'activité la plus rentable aujourd'hui? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui perdent. Et quand les gens perdent, liquider des gens qui perdent, ça ramène énormément d'argent à la plateforme. Et là, l'avantage, c'est que c'est pas Hyperliquid qui prend ces revenus-là, c'est nous tous qui avons déposé de l'argent dans le HLP, qui pouvons bénéficier de tous ces rendements-là, qui sont des revenus quand même assez importants et assez intéressants. Voilà, petite précision par rapport à ça. Ok, très clair. Alors, maintenant qu'on a un peu compris c'est quoi Hyperliquid, donc on parle du produit, hein, on ne parle pas de la blockchain, etc., ça on y reviendra après. Qui veut revenir de façon, s'il vous plaît, très factuelle sur les étapes de cet exploit qui a eu lieu mercredi et qui a mis dans la balance l'avis de Hyperliquid, une crypto qui s'appelle Jelly, et puis ensuite les plus gros sexes, je parle des échanges centralisés, calmez-vous les copains, de la planète. Qui veut essayer? Enfin, qui veut commencer? Et après, on partagera si vous avez des choses à rajouter. Qui est chaud? Lilian, je pense. Hein. Lilian, let's go. Comme tu veux, hein, si Joe, tu veux rappeler les faits. Ce qu'on peut faire, les Je copains, pense que tu maîtrises mieux que moi. juste pour l'audience, Lilian, vas-y chaud, pas de problème. Ensuite, si vous voulez ajouter à un moment donné ou intervenir, le petit chat privé, comme tu as bien fait Joey Star avec un petit up. Et moi, à ce moment-là, je partage un peu, comme ça, vous ne vous coupez pas. Et voilà. Allez-y, Lilian, je coupe mon micro, on t'écoute.
Ok. Bon, ce qui s'est passé, c'est donc que ça s'est passé mercredi, si je ne dis pas de bêtises. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais on va faire un résumé grosso modo de cette affaire. Donc mercredi, autour de 14 heures, il y a plusieurs adresses qui sont fraîchement créées sur Hyperliquid, avec beaucoup de fonds qui sont déposés dessus, qui ouvrent des positions sur un token qui s'appelle Jelly, effectivement. Donc, il y a 3 positions différentes. Il y a d'abord une grosse position short d'un montant total de 4,5 millions de dollars environ. Et il y a 2 positions longues d'environ 2,5 millions de dollars chacune. Ce qu'il faut préciser dans tout ça, hein, c'est 4,5 millions de dollars et 2 fois 2,5 millions. Dites-vous que le token Jelly, c'est un token, c'est un meme coin qui avait été lancé sur PumpFun avant, qui avait été listé sur la plateforme Hyperliquid parce que la communauté l'avait demandé et que c'est comme ça que fonctionne Hyperliquid. Il liste les tokens que la communauté demande. Et ce token, il avait 10 millions de market cap au moment des faits. Donc, je rappelle cet élément qui est quand même fondamental. Une position de 4,5 millions de dollars sur un actif dont la valorisation, c'est 10 millions de dollars. Bon, déjà, vous vous dites, il y a quelque chose qui cloche. Ce qui se passe, c'est que en parallèle de ça, grosso modo, il y avait un gars qui avait accumulé sur Solana, puisqu'on peut l'acheter là-bas, beaucoup de tokens. Et au moment où la position s'ouvre, ils vendent tous ces tokens. Donc, le truc dump un peu. Ce qui fait que le gars qui a sa position short sur Hyperliquid de 4,5 millions de dollars, il est en bénéfice. Donc là, tu te dis, bon, si le mec veut juste profiter d'une espèce d'asymétrie de marché, il prend ses bénéfices, il s'en va, très bien, il a fait son coup, bravo à lui. Mais c'est pas ce qui s'est passé. En fait, le gars n'a pas pris les bénéfices de sa position, il a décidé de retirer la marge de sa position, son collatéral. Donc là, il faut faire peut-être une petite précision. Imaginez que vous déposez 1 000 dollars sur une plateforme de trading avec un levier x10. Votre position, elle vaut 10 000 dollars. Si vous retirez 500 dollars de votre marge, vous avez donc une marge de 500 dollars pour une position qui vaut toujours 10 000 dollars. Vous faites un ratio, ça veut dire que c'est un levier qui est non plus x10, mais x20. Donc en fait, quand vous retirez du collatéral de votre position, vous accentuez le levier de votre position, donc son risque, donc vous réduisez le prix de liquidation. En fait, vous augmentez le risque. Donc en retirant sa marge de sa position, ce trader, il a forcé sa propre liquidation. En fait. Il s'est forcé à se liquider, ce qui s'est passé d'ailleurs. Donc il a liquidé sa position. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand la position est liquidée? C'est le liquidateur Volt dont on parlait tout à l'heure qui entre en jeu. Sauf que le liquidateur Volt, il s'est retrouvé dans un problème. C'est que, comme l'expliquait très bien TX tout à l'heure, pour liquider une position, on fait du market making. Donc, pour faire du market making, on dit, là, actuellement, j'ai une position short qui vaut 4,5 millions de dollars. Donc, pour la clôturer, je dois la racheter. Donc, pour la racheter, il faut que le market maker, le Volt, il place 4,5 millions d'ordres d'achat en face, ou alors qu'il les trouve. Évidemment, il regarde le carnet d'ordre, le truc vaut 10 millions de dollars de market cap, jamais vous trouverez 4,5 milliards d'ordres d'achat dessus. Donc, il doit les créer. Mais pour les créer, c'est impossible aussi parce que c'est pareil. En fait, si vous faites ça, vous allez faire exploser le cours. Ça va créer des pump and dump dans tous les sens. Donc, en fait, ils sont coincés. Le Volt est coincé parce que la position est beaucoup trop grande par rapport à la capitalisation de l'actif. Ils ne peuvent pas faire leur stratégie de market making. Et donc là, cette position, elle est transférée au HLP qui en hérite, en fait, qui doit la détenir le temps qu'ils arrivent à la liquider. Au lieu que ce soit fait automatiquement et instantanément, le HLP hérite de cette position. Ils la tiennent, ça y est, elle est à eux. C'est eux maintenant qui sont en short sur ce token-là. Et il faut maintenant qu'on prenne le temps de la liquider correctement, donc en injectant des petits ordres par-ci par-là, puis à nouveau injecter des petits ordres, et ainsi de suite. Donc ça prend du temps, c'est long et tout. Déboucler la position, quoi. Ça s'appelle déboucler la position, effectivement. Ça me rappelle quoi? Ça me rappelle Kerviel. Bien sûr. Et ouais, je ne sais pas si vous avez vu d'ailleurs, il y a eu un reportage qui est sorti sur Prime ou je ne sais plus, dans lequel ils reviennent sur toute l'affaire Kerviel, avec lui d'ailleurs, ils reviennent et effectivement ils expliquent quand ils découvrent que la position de la Société Générale, je crois que c'est 50 milliards, c'est absolument énorme, c'est systémique pour le truc, et en fait il y a un trader qui ne sait pas du tout pourquoi il fait ça, mais on lui demande tout seul dans une pièce de se mettre dans un ordi et de déboucler la position. Voilà. Et là, si vous avez vu le documentaire, en fait, c'est à peu près la même situation. C'est que, en fait, s'il la déboucle d'un coup,
ben, ils créent un gros problème sur le marché, un séisme sur le marché parce que la position est trop grande. Là, s'il la déboucle automatiquement sur Hyperliquid, c'est la même chose. Donc, ils sont obligés de le faire. Et si vous avez vu le docu, ça prend plusieurs jours. Ça prend un certain temps. Le gars, il doit passer plein de petits ordres et tout. Donc, c'est ce que doit faire le liquidateur sur Hyperliquid là. Donc, ça va lui prendre du temps. Mais le problème, c'est que le temps, ils l'ont pas vraiment. Pourquoi? Parce que comme je vous le disais, et ça répond aussi à la question de la personne dans le chat, est-ce que c'est un exploit réellement? Oui, c'est une attaque. Et je le dis, il n'y a pas de doute là-dessus. C'est une attaque. Pourquoi? Parce que le gars, déjà, n'avait pas pris ses bénéfices. Il a décidé de faire ce petit manip que je vous dis. Et il s'est pas arrêté là. Qu'est-ce qu'il a fait? Il avait aussi 2 positions longues en parallèle. Et vous vous souvenez de cette personne qui avait accumulé des tokens Jelly sur Solana et qui les a vendus juste avant le truc? Eh ben, il les a rachetés. Il a racheté massivement. Il a mis énormément d'argent dessus sur Solana en spot, ce qui a fait péter le token. Tu as un effet qui est effrayant. C'est une question de timing. Les gars ont fait ça dans un timing qui était d'une perfection exceptionnelle. Et il y a peut-être un autre. Il y a peut-être aussi une différence avec la Société Générale, c'est que la Société Générale, ses positions et par définition, le prix de liquidation, il n'est pas public. On ne sait pas. Voilà. Alors que sur Hyperliquid, et d'ailleurs sur n'importe quel perp, j'allais pas dire décentralisé, mais en tout cas on-chain, là, par contre, tout est public. On voit exactement quels sont les ordres, où en sont les positions, quel est le prix de liquidation de chaque position. Et donc là, évidemment, ça ouvre la voie à tous les opportunistes, ceux qui veulent faire un exploit, c'est ce dont on est en train de raconter, mais aussi tous ceux qui, pendant l'exploit, veulent tirer parti de la situation. Mais bien sûr. Eh bien, oui. Et c'est un très très bon point parce que ce genre de situation, elles arrivent fréquemment, non, elles sont déjà arrivées sur des plateformes centralisées. La différence, c'est que tu les vois pas. Il y a plein d'affaires dont vous n'êtes pas au courant qui ont eu lieu sur des plateformes où il s'est passé la même chose. Ça a impacté peut-être 200 personnes. Et 200 personnes, allez, taisez-vous, vous ne raconterez pas ce qui s'est passé. Personne n'est au courant. Là, le truc, c'est que sur Hyperliquid, tout est public. À la seconde même où il s'est passé ça, il y a des gars qui ont développé des bots pour sniper tout ce genre de trucs, pour essayer de trouver les problèmes comme ça. Mais ça a été su à la seconde même sur Twitter. Et ça a donné une situation qui est intéressante. C'est une belle transition parce que, donc, quand même, je reprécise, donc il y a un gars qui a acheté effectivement ce token-là sur le marché spot qui l'a fait exploser au moment où Hyperliquid hérite de cette position short. Donc, qu'est-ce qui se passe? On a un token qui fait 250%, je crois, d'un coup en l'espace de 2 minutes. Et le HLP, le vol d'Hyperliquid, se retrouve avec une position short qui désormais est en perte de 12 millions de dollars, perte latente. D'accord? Donc les gars, ils n'en voulaient pas de cette position, évidemment. Le liquidateur le récupère et ils sont en perte énorme dessus. Et là, effectivement, comme tout est transparent, et là, il se passe un événement qui est quand même assez spécial, c'est que, tu as tous ceux qui sont du côté d'Hyperliquid qui disent, il faut qu'on arrive à déboucler ce problème-là parce qu'il y a un risque systémique. Si le token fait encore 500% de hausse, je crois, littéralement, c'est tout l'argent du HLP qui est liquidé. C'est 60 millions de dollars, je crois, du Vault, qui est liquidé. Il n'y a plus de Vault. 60 millions de dollars de perte. Si le truc fait 500% de hausse. Et là, il se passe quoi? C'est que tout le monde commence à vanner, à taguer Binance, OKX, BitGet en disant, les gars, là, si vous listez le token, que tout le monde achète, vous tuez votre concurrent direct. Réponse de la CEO de l'ex-fondatrice de Binance. Pas de souci, on est sur le coup l'équipe, on y va. 5 minutes après, évidemment, Binance Futures, OKX Futures, ils listent le truc. 10 millions de market cap, pourquoi vous faites ça? En fait, il n'y a pas de raison. Si, on sait très bien, pour tuer le concurrent, fair enough. J'ai mon avis là-dessus, je ne vais pas rentrer dans le détail, on en parlera peut-être tout à l'heure. On en parlera après, parce que les avis ont divergé là-dessus, mais en tout cas, si on reprend les faits, et là, donc ça, ce que tu dis est établi, effectivement, la cofondatrice de Binance, qui est toujours opérationnelle, puisque c'est la Chief of Customer Service, c'est la chef du service client. Bon, bref, on ne sait pas ce que ça veut dire, mais en gros, elle est opérationnelle, tu vois, c'est pas… qui dit « Ok, c'est noté ». J'ajoute à cela que Sisi, quelques jours ou quelques semaines avant, je ne sais plus, avait déjà publiquement sur Twitter dit ce qu'il pensait des DEX perpétuels en disant effectivement qu'il ne comprenait pas le concept. Par définition, quand tu fais du contrat futur, tu n'as pas envie que les gens connaissent ton prix de liquidation parce que sinon, il peut arriver ce qui s'est passé là, par exemple. Voilà. Et donc, ce à quoi on répond, ouais, mais frérot, c'est la blockchain, c'est la transparence. Ce à quoi il répond,
Ouais, mais on peut faire privacy et blockchain. Ça s'appelle le ZK. Ce que je veux dire par cet élément-là, c'est qu'on voit qu'il y a quand même des arriérés sur Binance et en l'occurrence CZ avec le concept même d'index pair comme Hyperliquid Il y a, ou il DYDX. y a même un autre, il y a même un autre arriéré. En fait, tout ça, ça part. Nous, quand on a rédigé notre thèse d'investissement sur Hyperliquid, qui est dispo sur Research, si tu veux, on a été aussi un peu inspiré de ce qu'avait fait Messari très tôt l'année dernière. Et Messari avait littéralement orienté leur thèse en disant Hyperliquid, c'est Binance on-chain. Et ils vont les détrôner. Parce que Hyperliquid, c'est index comme Binance qui fait du spot, du perps. C'est une blockchain comme la BNB chain de Binance. C'est un token qui fait des buybacks comme le BNB de Binance. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais grosso modo, vraiment, il y a eu pendant longtemps ce truc de dire Hyperliquid égale Binance Killer. Donc, je peux pas en vouloir évidemment aux gens de Binance de dire bon, attendez, là, vous nous présentez ce truc comme notre killer. Moi, si j'ai l'occasion de lui mettre un petit taquet à un moment donné, je vais le faire, tu vois. Il y a un peu aussi cette guéguerre-là qui existe depuis des mois, ça sort pas de nulle part, tu vois. Il y en a certains qui sont revenus à l'époque sur l'affaire FTX aussi, où Binance. Voilà, après ça, ces autres trucs-là, la CEO de Bill Gates qui dit Hyperliquid is FTX 2.0, c'est une honte, machin. Non, je vais pas m'exprimer. Là, je parle pas de ça. Là, je parle de Binance, à l'époque, qui avait tiré parti de l'affaire FTX. Certains disent tuer le concurrent, d'autres disent pour finalement résoudre cette anomalie, puisque clairement, FTX, c'était une fraude. Alors, c'est encore un peu différent de Hyperliquid, évidemment. Mais on voit qu'il y a que Binance, le cartel des sexes, dès qu'il y a moyen de venir, alors, soit tuer un concurrent, soit dans leur point de vue à eux, je me fais l'avocat du diable, tu vois, assainir le marché avec des situations qui peuvent être dangereuses, l'affaire FTX, c'était… Oui, attends, si on rentre un peu dans le détail de l'affaire FTX, souviens-toi, j'ai toute la chronologie en tête, c'était un dimanche soir, CZ nous dit, je vais potentiellement racheter FTX pour sauver tout le monde. Nous, on se dit, bon, ok, ça va. 2 jours plus tard, on apprend, je ne les rachète pas. Oui, en fait, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 2 jours? Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 2 jours? Il a surtout vendu tous ses tokens FTT sur la gueule des investisseurs qui étaient dans l'attente. C'est le premier à être sorti de l'embrouille. Il a perdu quasiment aucun argent et après il te dit non, on n'a rien vendu, machin, on est avec vous. Arrêtez les gars, c'est bon. Ouais. Donc on a déjà compris que l'intérêt des utilisateurs est très loin dans l'échelle des intérêts des plateformes centralisées. Ça, c'est le premier point. Et certes, on a vendu CZ comme étant le mec qui allait en tôle pour permettre à l'écosystème de développer. Moi, je reste sur ce fait-là. Binance a pris des claquasses dans la tronche, mais ça a permis à l'écosystème d'aller plus vite, plus fort parce qu'ils en ont eu rien à faire de la régulation. Et ça a aidé au développement de l'industrie crypto. Ça, je reviendrai pas là-dessus. Mais arrêtons de croire que les plateformes centralisées sont avec nous parce que c'est un deuxième exemple du fait que on est prêt à. Je pense que personne n'est dupe. Je pense qu'il n'y a pas de gentil, il n'y a pas de méchant, il n'y a que des intérêts. Et on a compris où étaient les intérêts de chacun. Joe, vas-y. Ouais, juste pour ajouter, moi, j'ai pas grand-chose contre Binance. Je trouve que c'est bien ce qu'ils ont fait dans le sens où ça va stress test Hyperliquid. Parce que justement, il y a quand même des vecteurs d'attaque qu'on a vus. C'est pas la première fois, il y en avait déjà eu un. Et je préfère, à la limite, que les concurrents s'y mettent dessus et qu'on trouve une façon d'y survivre, ce qu'ils ont fait d'ailleurs, que plutôt ils soient gentils, ils disent non, on va pas le faire, tout ça. En fait, il faut vraiment partir du pire des cas pour qu'ils build quelque chose qui soit sustainable sur du long terme, je pense. Donc, la différence, c'est que je pense qu'il n'y avait pas besoin d'avoir ça pour que Hyperliquid réagisse. C'est-à-dire que ils les ont forcés juste à prendre une décision plus rapidement. Mais t'enlèves Binance, t'enlèves OKX qui liste tout ça et qui mettent une pression monstre, il se serait passé exactement la même chose. Ils auraient clos ? C'est un peu ça, moi, qui me trigger. Mais sinon, ils auraient délisté ? Ils auraient délisté dans les 6 minutes ? Évidemment. Okay. Ouais, évidemment. Alors, c'était leur seule solution, mais on en reparlera tout à l'heure si tu veux. C'était l'unique solution, je pense. Alors, justement, mieux. C'est mon avis. Faisons un peu de chronologie, si vous voulez bien. Donc là, tu as expliqué l'ouverture de la position, comment est-ce qu'il a tiré tout ça. Comment la fermer, peut-être, parce que du coup, justement. Alors maintenant, comment a réagi Hyperliquid avec la pression de toutes parts, en fait, entre la communauté, entre les exchanges centralisés qui ont tiré parti de la situation. Voilà, raconte-nous un petit peu, la suite de l'histoire. Ouais. Alors. Donc, on en était à Hyperliquid qui hérite d'une position largement perdante qu'il n'arrive pas à liquider.
Et qu'en gros, et si le token Jelly atteint 150 millions de market cap, en gros, c'est mort. Le Vault n'existe plus. Je reviendrai après parce que c'est pour moi l'élément le plus important et j'ai vu passer plein de threads, d'articles, de tentatives d'explication de ce qui s'est passé. Et je pense qu'il n'y a personne qui a vraiment essayé de comprendre la documentation d'Hyperliquid pour essayer de comprendre comment fonctionnent les liquidations sur le protocole. Donc, si tu veux, je reviendrai un petit peu après sur comment ça aurait dû fonctionner. Comment la liquidation aurait dû se passer sur Hyperliquid et pourquoi elle n'est pas arrivée sur ce token-là et pourquoi on en est arrivé à cette situation. D'accord ? Ce qu'il faut juste retenir là pour l'instant avant qu'on parle de ça, c'est que grosso modo, il n'y avait plus de filet de sécurité. Aucun d'entre eux s'était déclenché. Toutes les sécurités d'Hyperliquid n'avaient pas fonctionné. Elle est là, la faille. Et donc, il se retrouve avec cette position. Comment est-ce qu'il la déboucle, cette position ? C'est là que ça crée débat parce que donc l'équipe propose un vote de gouvernance sur... Pardon, Désolé, le commentaire. je te distrais, mais Ouais, participer bon, c'est bien. l'audience. Et donc, du coup, pardon, comment est-ce qu'il... Comment il déboucle la situation? En fait, comment il déboucle? Par bourg, Ouais, il y a de la pression. Donc, en fait, l'équipe propose un vote de gouvernance aux validateurs d'Hyperliquid, puisque, comme je le disais tout à l'heure, Hyperliquid, c'est une blockchain. Ils peuvent faire un peu tout ce qu'ils veulent dessus, à condition que les validateurs donnent leur accord. Ils sont 16 validateurs, 11 qui n'appartiennent pas à l'équipe. En l'espace de 3-4 minutes, je crois, tous les validateurs s'accordent pour confirmer la proposition de gouvernance. Quelle est la proposition? La proposition, elle était de dire on va artificiellement modifier le prix de l'oracle pour ce token-là. C'est-à-dire, on va dire, OK, le marché dit le token vaut tant, nous on dit c'est faux. Il vaut tant. C'est-à-dire, ils ont repris le prix du token avant toute cette affaire, avant la hausse. Un peu, quoi. Exactement, c'est l'équivalent d'un rollback. Ils ont dit, OK, on revient en arrière, on reprend ce prix-là et on clôture tout à ce prix-là. Notre position du Vault, qui donc passe de 12 millions de pertes à un petit peu de bénéf. Plus de 700 000 $. De bénéf. Et évidemment, tous ceux qui étaient sur Hyperliquid et qui avaient des positions longues, notamment sur le token, ils se retrouvent parfois même perdants pour certains. Et du coup, voilà, fin de l'histoire. Ils délistent le token. Alors, en cela aussi, dans la proposition, donc on ferme les positions, spot et leveragé, on décide de changer le prix et aussi, je crois, oui, on red flag, il y a des adresses, celles qui sont suspectées d'être à l'origine de l'exploit, ceux-là, par contre, ne sont pas remboursés quand même. Donc, en fait, Hyperliquid communique évidemment là-dessus en disant, bon, les gars, on vient de faire un truc un peu chaud. Vous inquiétez pas, si vous aviez une position longue sur le token, vous voyez, je sais pas, plus 1000 $ de bénéf et d'un coup, vous voyez moins 500. Bon, vous inquiétez pas, vous serez remboursé, en fait. Il n'y a pas de souci, vous allez être remboursé, sauf si, évidemment, vous faites partie des gens qui nous avaient arnaqué. Bon, voilà, démerdez-vous, restez dans votre coin. C'est assez scammy comme comportement. Encore une fois, transparence. Excuse-moi, mais en fait, réagis pas sur les commentaires quand je les mets comment dire, quand je les affiche, parce que parfois ils sont anachroniques avec ce dont on va parler après, donc t'embête pas. Je pense que là, il parle littéralement du move d'Hyperliquid. On va revenir ensemble et on va en discuter parce que c'est ça qui va être intéressant. C'est que là, la communauté, à ce moment-là, c'est un peu clivé entre, en gros, mais chacun donnera son avis et ça va être intéressant sur est-ce que c'était la moins pire des choses à faire? Tant pis pour le purisme de décentralisation. D'autres qui disent ouais, mais ça ouvre la voie à quelque chose de très grave. Ça veut dire qu'en fait, je viens de comprendre là maintenant qu'à tout moment, un DEX qui se met d'accord avec ses validateurs, pour la plupart en fait, qui sont la fondation concrètement, peut décider de changer un prix, peut décider de fermer des positions, peut décider de ne pas rembourser certaines adresses et d'autres oui. Et donc tout ça, en termes d'éthique, évidemment, ça a posé question. Et puis d'autres, je répète, on dit ouais, mais qu'est-ce que tu voulais qu'il fasse d'autre? C'était ça ou la mort du protocole. Bon, donc et là il y a un sujet entre morale, efficacité, survie, voilà. Et donc justement, Lilian, toi, qu'est-ce que tu en penses de ça? Puis après, je demanderai aussi l'avis à TX, à Joe, je donnerai aussi mon avis, et puis après chacun se fera son avis. Moi, j'ai plusieurs choses à dire là-dessus. C'est que quand tu as une plateforme centralisée et qu'il se passe quelque chose comme ça, plus ou moins grave, ils vont prendre des décisions purement gérées par l'équipe.
C'est-à-dire que l'équipe voilà, elle prend la décision. T'es gagnant, t'es perdant, t'es utilisateur, t'as rien à dire. Je vais donner des exemples. Je vais pas m'attarder là-dessus. Voilà. T'as des plateformes de paris sportifs, par exemple. Je vois passer ça tous les jours sur Twitter, qui décident du jour au lendemain de dire, OK, ton compte, on l'a bloqué parce que on n'a pas envie que tu continues de trucs. Ou ton pari sportif, là, il était bon. Bah, nous, on décide qu'il est faux parce que, en fait, pour ci, pour ça, t'as pas le droit de dire quoi que ce soit. C'est comme ça. Je veux dire, Alors, tu vois ça tous les jours. Donc, alors, voilà, ça, c'était une parenthèse. non, On non, va pas besoin de débattre là-dessus. non, mais si, parce que il faut mettre du contexte. Concernant les plateformes centralisées, là tu parles des paris sportifs, il y a quand même deux éléments qui ne sont pas nuls. Le premier, c'est que tu as des conditions générales, et qu'en l'occurrence, quand ils décident de fermer un compte, c'est soit parce que tu n'as pas utilisé ta propre carte d'identité, on pense tous à la même histoire. Effectivement, Non, mais effectivement, mais je veux dire, il y a. Et puis surtout, tu peux te retourner contre la plateforme par des voies légales. Alors, ça prend du temps, c'est cher. C'est comme quand Instagram te ferme ton compte, tu n'as quasiment pas de voie de recours. Mais tu vois, il y a quand même des CGV, il y a quand même un cadre réglementaire. Non, mais ce que je veux dire, c'est que. Un peu, quoi. Et après, je te laisse continuer sur et pourquoi les DEX ne feraient pas pareil, en gros. Non, rien à voir. C'est que juste. Bon, écoute, je vais revenir sur, en l'occurrence, le move qui a été fait. Le move qui a été fait, c'est pas une décision de l'équipe. C'est pas l'équipe qui a dit, nous, on prend la position, on fait ça. C'est une proposition de gouvernance qui a été votée par les 16 validateurs. Donc, il n'y a rien de scammy dans un vote de gouvernance. Je veux dire, je vais vous rappeler en 2 mots une histoire qui est arrivée il y a quelques années, qui aurait pu faire en sorte qu'on ne serait probablement pas là pour en discuter ensemble. C'est l'histoire de The DAO. Quand il y a eu un hack sur The DAO sur Ethereum, les validateurs d'Ethereum ont décidé de rollback la chain, de dire on annule tout, le hack n'a pas existé, les tokens que le mec a volés, ils sont plus à eux, ils reviennent dans les poches de ceux à qui ils étaient avant. Et je veux dire, est-ce qu'aujourd'hui, vous dites toujours que Ethereum n'est pas décentralisé? Est-ce que des gens disent, oui, évidemment, les bitcoiners maximalistes le disent, mais je veux dire, est-ce que ça empêche de parler de finances décentralisées quand on parle d'Ethereum, quand on sait que les validateurs d'Ethereum un jour ont décidé de faire exactement la même chose que ce qui s'est passé aujourd'hui. Mais ils n'étaient pas 16. Par contre, ils n'étaient oui, pas 16. Mais je vais aller au bout de mon truc. Ce que je veux dire, c'est que qu'ils soient 16, 32, 100, 1000 ou 1 million, la décision aurait été la même. Le résultat de la décision aurait été la même. La différence, c'est quoi? C'est qu'effectivement, à 16, ça va plus vite d'atteindre le quorum. Tu vois, en 2 minutes, tu atteins le quorum. Moi, je suis validateur, on est 16, on s'envoie... je vois le truc qui pop, je dis oui, paf, il suffit de 2 minutes pour que tout le monde dise oui. Par contre, effectivement, s'ils avaient été 1000, bah, le résultat aurait été le même, juste ça aurait peut-être pris 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, j'en sais rien. Alors, pour aller dans ton sens, effectivement, hein, même si on sait qu'une grosse partie des validateurs sont très proches de la fondation, voire même sont des validateurs de la fondation, il faut savoir que ce vote a été, je crois, voté à l'unanimité. Donc, effectivement, même si tous les non-fondations avaient dit non, ça n'aurait rien changé, mais on peut quand même mentionner que les validateurs qui ne sont pas donc, de la fondation officiellement, en tout cas, ils ont tous dit oui. Donc ça, voilà, il faut le préciser. Effectivement, pourquoi? En fait, effectivement, le truc facile à dire, ce serait de dire ils ont dit oui parce que effectivement, ils sont avec la team, ils sont potes, machin, ils servent leur même. Non, réfléchissons 2 minutes maintenant. C'est là où je voulais arriver. Quels auraient été les autres scénarios possibles pour Hyperliquid actuellement, pour sauver cette position? Sachant que fermer la position, utiliser les fonds d'assurance et d'assistance pour couvrir les pertes, reconnaître on a fait une connerie, mais on est en phase avec notre éthique. Comment tu veux déboucler la position? Je t'ai expliqué que la position était quasi indébouclable. Il aurait fallu plusieurs heures, voire plusieurs jours pour la déboucler correctement, plusieurs heures plutôt. Sauf que si le truc est listé partout, si le truc explose, juste tu ruines tout ton fonds de liquidation, tu fais perdre 60 millions de dollars à ta communauté. Et en fait, ils ont préféré choisir quoi? Ils ont préféré mettre les bénéfices de la communauté. C'est-à-dire moi, je trouve que c'est louable de dire je préfère sauver ma communauté, mes investisseurs qui ne sont pas concernés par ça, parce que les gars, ils n'avaient pas prévu ce truc-là. Parce qu'on est en cas d'extrême urgence et que c'est un exploit assumé, je préfère qu'on fasse ça, parce que le résultat final, c'est quoi? C'est que grosso modo, personne n'a perdu d'argent. Les traders qui étaient en position n'ont pas perdu d'argent. Les seuls qui ont perdu de l'argent, c'est les gens qui ont attaqué la plateforme. Et la plateforme, du coup, en faisant ça,
certes, elle assume sa merdasse, comme certains le disent dans les commentaires. Oui, elle a assumé sa merdasse, parce que derrière, elle se retrouve confrontée à quoi? À dire, bon les gars, on a fait de la merde, on a une faille technique dans le truc, que je vais vous expliquer après si ça vous intéresse. Sûr, ça Et nous a... deux, on prend dans la gueule, en fait, tout le monde entier, le crypto Twitter, qui vous dit, tu n'es pas décentralisé, c'est de la merde, t'es prêt à l'assumer. Ce choix, ils savaient très bien en faisant ça que ils allaient prendre dans la Alors, gueule ce truc-là. justement, Donc ma voilà. question, et je vais laisser les autres répondre, là, en t'écoutant, en fait, sur le fond, sincèrement, hein, sur le fond, en tant que chef d'entreprise, je suis d'accord avec toi à 1000%. Vraiment, de façon très pragmatique. Okay, et je pense qu'il y en a beaucoup à qui ça a gêné plus de façon abstraite, morale. Mais peut-être que je passe à côté d'arguments qui ne sont pas juste de la morale et qui peuvent expliquer que certains ne sont pas contents. Je ne sais pas, Joe Star, tu veux peut-être donner ton avis là-dessus? Ouais, moi je pense que en vrai, ils ont pris la bonne décision. J'ai pas du tout compris le débat autour de la décentralisation parce que on le savait depuis le départ qu'il y avait de base, il y en avait 4, après il y en a eu 12, 16. On le savait que j'étais le premier d'ailleurs à gueuler là-dessus qu'il y avait très peu de validateurs, mais on voit qu'au final, on avait besoin de ça, tu vois. S'ils avaient été 1000, 10 000, s'ils avaient eu une gouvernance à la Cosmos où c'était super long, bah, potentiellement qu'ils auraient beaucoup plus morflé. Donc je trouve que la centralisation, elle a un avantage dans ce genre de moment, c'est justement un moment de stress, un moment où ils ont fait une erreur, de pouvoir réagir très rapidement. Et je pense qu'ils ont pris la meilleure décision. Donc je comprends pas trop le débat. Je trouve que c'est plus, en fait, ce qui s'est passé, c'est plus une justification du fait qu'ils étaient centralisés, plutôt que de se dire ah bah ils sont pas décentralisés alors qu'on le savait de base. Et que pour moi, ça devient de moins en moins un problème à partir du moment où, de toute façon, où une fois que le produit est terminé et que on est sûr que tout se passe bien, on peut augmenter le nombre de validateurs, complexifier un peu la gouvernance. Voilà. Après, évidemment que je pense que c'était pas ultra démocratique, mais je pense que si ça l'avait été, ça aurait été bien pire. Je pense que ça aurait pas, la meilleure décision n'aurait pas été prise. Et c'est ce qu'on a vu souvent sur Cosmos, des décisions catastrophiques. Ouais, bah surtout, c'est biaisé par osmosis, mais Aussi. avant de te laisser répondre, TX, parce que ça m'intéresse aussi évidemment, moi je pense à un truc en fait. Le plus important quand on parle de Web3, quand on revient aux fondamentaux de Bitcoin, tu vois, vraiment à la base, hein, c'est le côté désintermédiaire, le côté confiance. On doit pouvoir faire confiance au code et pas à des personnes ou à des tiers. Et en fait, je pense que ce qui a finalement créé ce FUD, et je parle de FUD vraiment peur, incertitude et doute, hein, vraiment dans le sens littéral, c'est peut-être que les gens se disent, en fait, ils prennent conscience, parce que vous le saviez, vous êtes des cracks de la DeFi, vous bouffez du white paper, vous faites des documents de recherche. Bon, redescendons un petit peu avec le peuple, qui peut-être, ils n'avaient pas conscience qu'en vrai, c'est possible de changer le prix, de finalement s'abstraire des conditions de marché, de décider de rembourser, de boucler une position sans demander l'avis de la personne, ou de ne pas rembourser une adresse plutôt qu'une autre. Vous le saviez, aussi bien la notion de centralisation, aussi bien le fait que ce soit possible protocolairement de le faire. Vous le savez. Je pense que les gens, vraiment, dites-moi si je me trompe dans les commentaires, beaucoup se sont dit, en fait, c'est possible. Mais il y a un élément que tu as dit, Lilian, et qui, je pense, doit être mentionné, c'est ce rollback de Ethereum à l'époque du hack de The DAO. Et ça, c'est un peu une des pierres fondatrices de Ethereum. Elle fait partie de son histoire maintenant. Et sans ça, je ne sais pas où on en serait aujourd'hui. Donc, voilà, mais je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que les gens, ils ont juste pris conscience d'un truc que vous saviez depuis longtemps. Vas-y, Joe. Ouais. Moi, je suis d'avis d'avancer parce que je suis d'accord qu'au départ, on avait justement des systèmes qui étaient totalement décentralisés, on pouvait totalement faire confiance. Aujourd'hui, on a besoin, je trouve, alors ça c'est mon avis, d'avoir un point de centralisation au moins au départ pour créer de meilleurs produits, pour avancer beaucoup plus vite. On voit qu'en fait, la centralisation, elle a un effet qui est très avantageux au départ. Après, il faut évoluer, il faut qu'il y ait une pression sociale pour se décentraliser. Mais encore une fois, là, je pense que c'était un bon point que ce soit centralisé. Et je pense que tout produit de base devrait être centralisé un minimum. C'est ce qu'on voit aussi avec Berachain, tout ça. Enfin, au départ, c'est quand même mieux parce que tu as le contrôle de ton environnement, tu prends moins de risques, tu te fais moins attaquer, tu peux réagir rapidement. Donc je pense qu'il faut un peu évoluer et que cette mentalité un peu cypherpunk, il y a un moment où il faut s'en détacher si on veut des bons produits, si on veut moins d'attaques, et tout ça, tout ça. Mais je suis d'accord avec toi sur le fond que sur du long terme, par contre, il faut qu'on leur fasse confiance. Et là, dans le système actuel, tu peux pas faire confiance à 16 validateurs qui se connaissent, quoi. Clairement pas.
Ouais. Ouais. Moi, Lilian, et je après, on laisserai laissera l'avis à TX la- après. Ouais. Non, mais si tu veux répondre à ça, Lilian, parce que c'est vrai que Non, mais je voulais juste. Pardon. non, mais en fait, c'est ça. C'est-à-dire que moi, je suis d'accord en plus avec toi, Joe, à 100%. Je pense que c'est important au départ qu'il y ait de la centralisation. Pourquoi? Parce que les intérêts de la fondation, des utilisateurs et des investisseurs ne sont pas alignés au départ. C'est normal, c'est naturel. Et donc, le temps que cet alignement se fasse, c'est normal de tendre vers une décentralisation, parce que c'est quand même pour ça qu'on est là à la base, quand même, pardon. Mais cette ambition, déjà, elle est asymptotique, c'est-à-dire qu'en vrai, on n'arrivera jamais à une centralisation parfaite. C'est une courbe comme la sagesse, on n'y arrive jamais vraiment, on essaye de tendre vers ça. Mais tu vois ce que je veux dire? Donc, je comprends totalement. Je pense que là, le CT US, CTFR, j'en sais rien, ils ont pris conscience d'un truc, même moi, qui est un peu de la partie, tu vois. Je me suis dit, putain, en fait, on peut changer le prix sur un échange. Et en vrai, comme c'était jamais arrivé, en tout cas à ma connaissance, c'est peut-être déjà arrivé, que ça vient d'arriver, on se dit, ah ouais, en fait, on peut faire confiance à personne. Tu vois, je pense que c'est ce sentiment qui a été. C'est arrivé sur Polymarket récemment. Il y a Uma qui a changé le prix aussi. Enfin, pas le prix, le résultat. Bref. Ah ouais? Ok. Ouais, le résultat, ouais. Bref. Mais c'est pas décentralisé, Polymarket, de toute façon. Si, l'Oracle est décentralisé, c'est Uma Protocol qui s'en occupe. Ok. Ah bah tu vois, ok. Voilà. Lilian, rapido sur ce point, et après TX, son avis plus global peut-être. Ouais. En fait, moi je suis totalement d'accord avec toi et je vais même aller plus loin, c'est que j'étais complètement pas du tout au courant que ça pouvait arriver en fait. Moi-même, comme tous les autres utilisateurs, comme tout le monde, j'ai découvert en fait que c'était possible de clôturer une mauvaise position en modifiant le prix comme ça. Moi-même, j'ai été vraiment étonné de ça. Et en fait, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que effectivement, j'étais au courant que Hyperliquid n'était pas ultra décentralisé. Ils le cachent pas, ça fait partie de leur thèse. Leur thèse, c'est de dire on développe un produit et ensuite on le décentralise. C'est plus simple de fonctionner comme ça et ça marche mieux d'ailleurs. On l'a vu avec Hyperliquid, ça marche mieux que de miser d'abord sur décentralisation tech et de dire hey, les gars, on a une tech ultra décentralisée, on est trop bien, maintenant venez chez nous. Ça marche pas bien. Hyperliquid a fait les trucs dans l'autre sens. Donc ça, on le savait, tu vois. Mais au lieu d'être. En fait, c'était pas trustless. C'est comme tu as dit tout à l'heure. C'était pas trustless, mais on sait que c'était temporaire et que surtout, on avait une bonne confiance envers l'équipe d'Hyperliquid parce que il n'y avait jamais eu de soucis, parce que le côté on ne donne pas d'argent au VC, on build tout en solo, ça fonctionne bien, il n'y a jamais eu de hack, il n'y a jamais eu de problème, on fait un airdrop qui est quali de ouf. En fait, on savait que c'était pas trustless, mais temporairement, on était prêt à quand même accorder de la confiance, malgré notre volonté, à une équipe qui avait l'air d'être une équipe qui méritait notre confiance. Et là, pour la première fois, notre confiance, elle est un peu brisée. Ça fait 2 fois, parce qu'il y a quand même eu un hack il y a 2 semaines, alors peut-être un peu différent. Oui, non, mais moi, je mets tout dans le même panier, en fait. Là, il y a 2 semaines, c'est ultra réduit dans l'histoire du protocole, quand même, 2 semaines, tu vois. Donc, en fait, avec ces 2 éléments-là, si tu veux, et là où la décision, elle est quand même importante, on se dit vraiment… Pardon, Lilian, mais on ne peut pas ne pas pointer quand même du doigt cette succession en 2 semaines d'intervalle où, en fait, Hyperliquid… Ouais, mais… Donc, ça peut jouer aussi. Attends, je finis juste ce que je disais, c'est-à-dire que, bon, si tu veux, il y a eu le truc il y a 2 semaines, mais moi, je te parle de ces 2 éléments-là qui sont les mêmes choses, en fait, finalement. Je veux dire, c'est que avant, on a accepté que c'était pas décentralisé et pas trustless parce qu'on était prêt à accorder la confiance à cette équipe-là. On l'aurait pas fait avec n'importe qui, mais on était prêt à l'accorder temporairement en sachant que ça allait s'arranger après. Là, pour la première fois depuis le début de l'histoire d'Hyperliquid, cette confiance, elle est légèrement ébréchée par le fait que, merde, il y a potentiellement des hacks et il y a aussi le fait qu'ils sont capables de prendre de telles décisions. Et même si la décision était la meilleure à prendre, même si ça s'est passé d'une manière démocratique parce qu'il y a eu un vote de gouvernance, malgré ça, moi-même, le premier, je me dis, aïe, je suis moins prêt à accepter que ce soit pas trustless parce que ma confiance envers l'équipe, qui était une confiance temporaire, elle est un peu désormais ébréchée. Donc voilà, ça c'était ça que je voulais rajouter en fait sur l'explication. Et merci pour l'humilité de dire que toi aussi tu savais pas que c'était possible. Non, parce que c'est facile à la fin de dire on le savait. Donc merci pour ça. Et voilà. TX, on t'a pas beaucoup donné la parole, pardon. Mais qu'est-ce que t'en penses toi vraiment sur cette partie éthique? Et ensuite on passera sur le post-mortem entre guillemets, les solutions et les conséquences. TX. Eh ben, en fait, il y a ce sujet de la confiance qu'on parle depuis tout à l'heure,
Et en français, on n'a pas trop la nuance entre, il y a 2 types de confiance et c'est un peu plus clair en anglais. Il peut y avoir la confiance en anglais, ce qu'on appelle la reliance. Mon anglais est pas ouf, mais vous avez compris ce que je veux dire, Le fait de qui se est reposer sur quelqu'un, c'est to ça et rely donc on. mais reliance là, c'est dans le sens où, tu vois, il y a, par exemple, tu achètes je sais pas, une voiture et en fait, tu as confiance dans le comment dire? Dans la solidité de je sais pas, de la voiture, de la structure. Tu sais que si tu vas avoir un accident, tu risques de normalement, tu devrais pas mourir. Normalement, le moteur, il devrait, pas casser au bout de 10 kilomètres, tu vois? Enfin, c'est confiance dans une machine, quoi, tu vois? Dans un algorithme et il y a la confiance, trust du coup, qui est, la confiance dans, un individu, tu vois? C'est-à-dire, j'ai confiance en toi parce que, je te connais et donc par exemple, je suis prêt à te prêter de l'argent, je suis prêt à voilà et donc il y a cette nuance qui n'existe, qui est difficile à discerner en français. Et ce qui se passe, c'est que, c'est très différent, tu vois, la, reliance dans le code de Bitcoin, où en fait, il y a une solidité mathématique qui fait qu'en fait, tu as cette confiance dans le fait que le protocole va rester stable et qu'il ne va pas se faire hacker et dans la plupart des projets crypto, des blockchains qui existent aujourd'hui, heu on commence un peu des fois à shifter en mode, c'est plus seulement une confiance dans le code, mais c'est une confiance dans la capacité des validateurs de la team et tout ça, à maintenir le projet. Et donc on s'éloigne, pour certains plus ou moins d'un protocole et on se rapproche plus d'un business, d'une entreprise qui apporte de la distribution, c'est-à-dire que c'est plus, un Binance où il y a que Binance qui gère tout de A à Z. C'est un Binance où en fait, ben, il peut y avoir des validateurs, externes, les utilisateurs en fait, tu as pas forcément besoin de vérification d'identité. La structure repose sur par exemple Arbitrum avec l'USDC, Circle qui gère, le capital et tout ça. Enfin, c'est distribué. C'est pour ça, moi, j'ai pas envie de dire c'est décentralisé parce que c'est pas décentralisé comme Bitcoin où n'importe qui peut participer à tous les échelons et en fait, il y a tout le monde est égal, face au système, quoi. Et donc c'est pour ça que je préfère dire c'est distribué et ça reste quand même un nouveau paradigme qui est intéressant et moi, ce que je me pose comme question, c'est de dire est-ce que, en fait, parce qu'en fait, il y a cette idée de décentralisation. Désolé, je vais monopoliser un peu la parole encore quelques minutes parce que On a encore une j'ai partie après sur tout ce qui est écosystème et tout ça. Donc, soit c'est pour redire pareil, soit c'est un truc vraiment nouveau, quoi. Sinon, il faut qu'on avance, Félix. Je suis OK. désolé. Non, mais j'ai encore, ça va prendre encore 2-3 minutes, mais ça va être tout. Mais, en fait, on parle souvent de cette idée de décentralisation, de dire: «Il faut que ce soit décentralisé, il faut que ce soit machin». En fait, qu'est-ce que ça veut dire ça? La décentralisation, au fond, en fait, c'est pas un objectif. Genre, tu te lèves pas le matin, tu te dis: «Waouh, moi aujourd'hui, j'ai envie d'avoir de l'argent décentralisé», tu vois? En fait, ce que tu as envie, c'est les caractéristiques que donne la décentralisation. Donc c'est, le fait que n'importe qui puisse y accéder, le fait que tu peux t'en servir à tout moment, le fait que tu sais que personne va voler ton argent. Mais enfin ça découle de la décentralisation et donc moi je me dis, c'est possible qu'il y ait des choses qu'en fait on puisse pas y décentraliser complètement, tu vois? Il y a des choses où en fait, une plateforme comme Hyperliquid, il y a besoin peut-être qu'il y ait une gestion par certaines personnes et donc peut-être qu'on n'atteindra jamais une décentralisation, tu vois? Et donc, c'est pour ça, moi, je dis, ouais, il y a pas forcément, ce débat sur la décentralisation, en fait, il est un peu vide de sens, je trouve, et il faut plutôt se dire: «Ouais, est-ce que moi je peux accéder à la plateforme, de manière, sûre?» Est-ce que je me demande pas si, demain mon argent va être volé parce qu'en fait, Hyperliquid, ils ont mal géré le truc et tout ça, tu vois? Et en fait, la décentralisation, ce qu'elle apporte là-dedans, c'est d'apporter des règles claires. Et aujourd'hui, là où Hyperliquid, ce qui manque, c'est ce que ces événements, pour finir, ont prouvé, c'est que, le protocole n'est pas encore assez solide. Le projet, Hyperliquid n'est pas encore assez solide.
Il faut qu'il s'améliore s'il veut pouvoir prétendre à, à, à être un rival distribué, disons, aux plateformes centralisées, quoi. Ok. Il y a un autre élément qui est mis en avant, c'est alors au-delà de la gouvernance et de la décision qui a été prise, c'est plus sur les mécanismes de sécurité qui ont fait que ils ne se sont pas déclenchés, etc. Et là, il y a aussi des critiques là-dessus sur les mécanismes de risk-reward, sur la possibilité de prendre un levier hyper important sur des small caps, etc. Et ça, je crois que d'ailleurs, ils vont travailler là-dessus. Ça, Lilian, tu vas nous en parler. Mais est-ce que là aussi, on peut ne pas omettre le fait que peut-être ils ont sous-estimé le risque que pouvait le risque permis par ces pratiques-là, Lilian ou Joe ou TX, pardon. Vas-y, Lilian. Ouais, je peux en parler si vous voulez. En fait, effectivement, ça c'est un fait. Question de décentralisation, tout ça, bon, on en a parlé. Pour moi, il n'y avait pas vraiment de débat. Le vrai débat, il est que effectivement, il y a des failles qui ont été révélées sur le protocole et des failles très importantes parce que, comme tu le disais tout à l'heure, il y avait déjà eu une attaque il y a 2 semaines et cette attaque, elle concernait des actifs bien capitalisés comme Bitcoin et Ether, donc elle était quand même un peu différente. Là, on se rend compte que il y a des failles encore différentes qui peuvent mener en l'espace de quelques instants à la quasi-faillite d'un des plus gros modules du protocole. Et donc, ouais, il y a des gros problèmes. Il y a des gros problèmes. Pour ça, si tu veux, je peux t'expliquer un petit peu comment fonctionnent les liquidations sur Hyperliquid et comment est-ce que ça aurait dû se passer et pourquoi ça s'est pas passé et quels sont les correctifs, si tu veux. Oui, En fait, parce que c'est essentiel dans le sens où sur la partie gouvernance, comme je disais, on sait qu'on va tendre vers quelque chose de plus décentralisé. Donc ça, entre guillemets, c'est pas le problème. Là, ce qu'on Ouais. veut effectivement pour peut-être redonner un peu confiance aux utilisateurs, c'est de se dire, OK, il faut qu'on comprenne comment cela a été possible et comment cela demain ne sera plus possible. Donc ouais, je veux bien que tu nous expliques ça. Ouais, parce que en fait, j'ai vu passer encore des trucs ce matin de gens qui s'alarmaient en disant ouah, c'est une folie, Hyperliquid sont inconscients. Enfin, il y avait des grands termes qui étaient utilisés de la part de personnes qui, en fait, je m'en suis rendu compte moi-même. Hein, je pensais avoir totalement compris ce qui était, enfin pas totalement, mais avoir bien compris ce qui s'était passé hier. Puis j'ai passé 3 heures cette nuit à lire la documentation et j'ai remis en cause mes connaissances parce qu'en fait, je me suis rendu compte en lisant la doc pendant 3 heures que j'avais pas du tout bien compris et que c'est beaucoup plus complexe que ce que certains peuvent vous faire croire sur les réseaux en disant soit non les gars, il y a rien de grave, ou à l'inverse en vous disant oh les gars, c'est des inconscients, c'était évident, tout le monde savait qu'il fallait faire ça. Non, personne savait. Les mecs, ils se sont fait piéger, tout simplement. Ils avaient mis en place des filets de sécurité. Les filets de sécurité se sont pas déclenchés. Ils ont géré le truc. Je vais vous expliquer concrètement. On a parlé du vault de liquidation, si vous voulez. C'est vraiment le truc de base. C'est quand tu as une position qui est censée être liquidée, le vault intervient, il liquide. S'il n'y arrive pas, dans ce cas-là, la position, elle est reprise par le vault et elle est débouclée pendant un certain temps, comme je disais tout à l'heure. Donc ça marche dans toutes les conditions de marché, puisque ça fait 3 ans qu'Hyperliquid existe, ça n'a jamais posé de souci. En revanche, ça peut ne pas marcher dans le cas où effectivement on est sur un actif qui a une faible profondeur de liquidité, que le risque il est un peu critique et qu'en fait ça menace vraiment voilà l'écosystème et il reste un donc système de sécurité qui est littéralement vraiment un filet de sécurité qui doit être déclenché. Ce système-là, il s'appelle Auto Deleveraging. Donc, je vais appeler ADL. C'est comme ça qu'on l'appelle aussi. Ça, c'est un mécanisme, il faut le comprendre. Je pense que personne ne l'avait compris dans ce sens-là, l'ADL. Et vous allez voir, là, vous allez encore débattre sur oh là là, mais attends, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Parce que quand je l'ai lu hier, je me suis dit attends, mais c'est quand même un peu osé comme fonctionnement. Mais en gros, je t'explique. L'ADL, le but, c'est vraiment quand tu as une position ultra à risque, ils vont prendre toutes les positions qu'il y a sur ce. Je vais vous donner un exemple, ça va mettre encore un peu plus simple. Imaginons, il y a un token, on va l'appeler le token, token A. Allez, il y a un mec qui a une position short sur le token A qui se fait liquider, sauf que c'est une position à risque et donc l'ADL se déclenche. Qu'est-ce qui va se passer? L'ADL, il va prendre toutes les positions longues sur le token A
Il va les prendre toutes, il va les classer en disant, il va les classer en fait en fonction de leurs bénéfices latents. Donc il va mettre toutes les positions comme ça, avec leurs bénéfices, donc la plus grosse en haut et ainsi de suite. Et il va les clôturer en fait, tout simplement. Il va les clôturer au prix actuel en disant, j'en clôture le nombre qu'il faut jusqu'à ce que je rembourse la perte que j'ai sur ma position là à risque. Donc grosso modo, vraiment le résumé, c'est on mutualise les pertes entre tout le monde. On prend les gains de certains traders pour compenser la perte de cette position-là, de ce trader-là. Voilà l'idée. Donc, c'est quand même un peu hardcore, on va pas se mentir. C'est hardcore dans le sens où c'est intrusif, mais le truc, c'est que, en fait, ça part du principe que on préfère ne pas faire payer les utilisateurs de la plateforme, comme vous et moi qui avez déposé de l'argent dans le vault, qui n'étions pas forcément prêts à le perdre comme ça à cause de ça. On préfère que les protéger eux et faire payer entre guillemets les traders pour sauver en fait le reste des gens. Je sais pas comment mieux l'expliquer. Je pense que vous avez à peu près compris quand même le fonctionnement. Je sais pas si c'est clair. Ouais, mais ça, c'est de quelque l'ADN. chose qui est. Il me semble que c'est quelque chose qui existe déjà sur toutes les Ouais, ouais. plateformes centralisées, l'auto-deleveraging. Mais bien sûr. Mais Donc en fait, ils l'ont juste effectivement. transposé sur Hyperliquid, quoi. Non, mais Euh, complètement, mec, ça existe partout. Et d'ailleurs, il y avait eu une affaire qui concerne, je sais plus quelle plateforme à l'époque, qui avait fait à peu près la même chose sur une grosse position à risque. Où en fait, la différence, c'est quoi avec ce qui s'était passé à l'époque sur les plateformes centralisées, c'est que t'es pas au courant de ce qui se passe et t'es pas remboursé. Ou alors, si t'es remboursé, c'est bizarre, tu vois. On te prévient pas bien et tout. Donc effectivement, ça, c'est un truc qui existe. Hein. C'est juste qu'en fait, je le vendais comme ça en disant, je me suis peut-être mal exprimé. C'est pas eux qui l'ont inventé. Mais par contre, pour les gens qui le découvrent maintenant, ça reste un truc choquant, tu vois. C'est-à-dire que moi, quand je l'ai Mm. découvert là, je l'avais mal lu, je l'avais mal compris. C'est-à-dire, en fait, on avait nommé ce qu'a fait Hyperliquid là, en modifiant le prix de l'oracle et tout. Les gens l'avaient nommé auto-deleveraging sur Twitter. Donc, j'avoue que j'avais associé ces deux trucs-là en disant, OK, en fait, c'est ça qu'ils ont fait. C'est ça l'auto-deleveraging. Et du coup, je n'étais pas rentré dans le détail, tu vois. Et quand je l'ai relu hier, je me suis dit, oh, mais c'est vrai qu'il y a ça qui existe, qui est littéralement quand même, soyons honnêtes, genre un truc qui est complètement enfin, je sais pas, c'est bizarre, tu vois, comme fonctionnement. C'est un peu bizarre. Et donc, effectivement, ça m'a un peu étonné. Et je me suis dit, si là je le raconte, il y a forcément des gens qui vont dire, waouh, c'est quoi cette histoire? C'est ultra scammy et tout. Non, mais Donc, après, je t'as pense bien que fait, TX, de je, préciser. je pense qu'il faut à un moment donné être capable de pondérer, d'équilibrer, là encore, la survie du protocole et parfois faire des concessions justement sur la décentralisation, la mutualisation des risques, etc. Et ça, en vrai, n'importe quelle institution financière, par exemple, elle a déjà mis en place ces mécanismes-là pour éviter le risque systémique. Tu sais, c'est comme si on parle en politique, tu vois. Si demain, un État est en faillite, il va venir aller prendre sur ton compte bancaire. Dit comme ça, c'est honteux, tu vois, c'est pas possible. Sauf qu'entre ça et la faillite du pays qui va finalement faire que c'est encore pire, des fois, il faut, tu vois ce que je veux dire. Ouais, bien sûr. Non, C'est mais après, pas facile. effectivement, C'est effectivement, compromis. c'est le même, tu sais que c'est le même schéma que les gens découvrent le manque de décentralisation d'Hyperliquid. Les gens découvrent que Hyperliquid fait ça et ils disent, oh, c'est grave, Hyperliquid se permet de faire ça. Non, comme dit TX, c'est un truc qui existe ailleurs. Mais Non, bon. je pense que Ouais, pour faire le lien avec ce que le débat qu'on a eu juste avant, c'est ça l'idée, c'est que en fait c'est jamais tout noir ou tout blanc, et l'apport d'Hyperliquid, c'est quand même le fait d'offrir une plateforme avec plus de transparence, qui est quand même un peu plus décentralisée du coup, même c'est sûr que des plateformes centralisées, c'est très loin d'être parfait. Et là, je vais me faire, je vais faire plutôt l'avocat du diable, mais ça apporte quand même. Enfin, c'est pas totalement négatif, quoi. Et ça apporte. Et en fait, enfin, moi, je le vois un peu comme un espoir de se dire, c'est possible de faire des plateformes qui soient plus transparentes et qui soient plus transparentes que ce qui existe déjà. Et peut-être que pour ces cas d'usage précis, donc le trading et tout ça, on n'arrivera jamais à faire une plateforme qui soit parfaitement décentralisée comme les bitcoins. Mais peut-être c'est juste impossible, quoi. Je pense Mais aussi. ce sera quand même mieux que ce qui existe Je suis déjà, quoi. d'accord avec toi.
En fait, je suis d'accord avec toi sur, Joe, je suis d'accord avec toi sur Lilian, ça. ça Vas-y, Joe, si tu veux. tourner. Ah, ouais, fou. Non, moi, j'aimais l'hypothèse. Est-ce qu'on a vraiment besoin que ce soit aussi décentralisé que Bitcoin? Et là, la question. Est-ce qu'il y a autant de risques? Est-ce qu'on ne peut pas aussi se satisfaire d'un gradient de décentralisation en fonction des besoins? Je pense pas qu'on ait besoin que Hyperliquid ait autant de validateurs. Je, je, Oui. Je réponds très vite avant de laisser la parole à Lilian, mais en fait, on dit souvent, ouais, c'est un spectre, la décentralisation. Oui et non. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, il y a deux choses. Il y a un seuil minimum et il y a le spectre après. C'est-à-dire que le seuil minimum, c'est quoi? C'est ouvert à tous, et ça, c'est binaire. Soit c'est ouvert à tous, et dans ce cas-là, tu peux dire c'est distribué, décentralisé, enfin comme tu veux. Soit c'est pas ouvert à tous, et dans ce cas-là, ça ne l'est pas. Ça, c'est oui ou non. Et ensuite, tu as le spectre qui est de dire, est-ce que j'ai 16 validateurs ou est-ce que j'en ai 1 million? Et forcément, si tu en as 1 million, c'est plus décentralisé que si tu en as 16. Et là, du coup, on a le spectre. Mais il y a quand même un seuil minimum à chaque fois à avoir qui est, est-ce que tout le monde peut y accéder sans discrimination, sans avoir à faire de vérification d'identité, sans, Permissionless, etc., quoi. etc., quoi. Ouais, c'est ça. Je Ouais, c'est suis en ça. train de réfléchir enfin, à mettre en face le côté permissionless et le côté décentralisé. Pour moi, les deux sont pas exactement à mettre sur le même point, mais je peux peut-être me tromper. Oh, je suis plutôt d'accord, hein. Ouais. Et permissionless, ça fait partie de l'accessibilité au set de validateurs, sinon c'est permissionné. Après, Parce que tu n'auras jamais un Hyperliquid avec ses performances si c'était permissionless. Parce que tu n'aurais pas 16 validateurs en permissionless, en fait. Tu en aurais 1000, peut-être 2000. Ouais. Donc, Parce qu'encore une fois, on veut pas que ce soit décentralisé. On veut que ce soit ouvert à tous. On veut c'est surtout ça, ouais. que ce soit transparent. Et Ouais. la décentralisation apporte D'ailleurs, ça. j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus, parce que c'est un point intéressant sur est-ce que les pertes DEX ont une raison d'être, justement avec le fait que le prix de liquidation, pardon, il est public. Et il mène derrière, effectivement, à des personnes qui vont vouloir tirer parti de cette information. Est-ce que vous pensez que c'est on n'a pas le choix, ou est-ce qu'il faut mettre en suspens en attendant qu'il y en ait un qui mette vraiment en place du zero knowledge proof, où voilà, l'information n'est pas publique, elle est démontrée, mais elle n'est pas publique. Qu'est-ce que vous en pensez là-dessus? Moi, je pense que Sizi, il a raison sur ça, mais encore une fois, je peux peut-être me tromper. Est-ce que vous pensez que c'est un problème que le prix de liquidation soit public et que ça mène à des dérives comme ce qui s'est passé? Bon. Ouais, rapidement, j'ai lu pas mal de takes là-dessus, et c'est vrai que ça pose des questions parce que je suis pas à la place d'un trader, je trade pas. Mais c'est vrai que si je tradais, c'est pas un truc qui me mettrait à l'aise, surtout si j'ai beaucoup d'argent. Donc effectivement, peut-être qu'une fois qu'on aura en tout cas le ZK beaucoup plus rapide, on pourra faire des trucs sympas. Je pense qu'il y a un vrai débat là-dessus. Pour moi, le débat il est beaucoup plus intéressant de ce côté-là que le côté centralisation d'Hyperliquid, tu vois. Vraiment, la raison d'exister d'Hyperliquid, je trouve que c'est très très intéressant pour le coup. Mais je maîtrise pas tant que ça. Non, mais en vrai, je suis d'accord avec. Enfin, vraiment, pour le coup, ce take de Sizi, au-delà de tout le côté concurrence, il a fait la guerre, Ok, d'accord. Mais ce take-là, je l'ai lu, je dis, bah ouais, en fait. Donc bon, on n'y est pas. D'ailleurs, il faut savoir aussi, c'est un élément qui est important que AZK nous avait mis en avant mercredi, et c'est important aussi pour comprendre le contexte. Hein, c'est que Sizi, avec son incubateur là, qui s'appelle Easy ou Lizzy ou je sais plus quoi là, en fait, ils ont investi dans un projet qui s'appelle Aristeus ou un truc comme ça. Et c'est un DEX. Oh là là, comme par hasard. Voilà, Non, mais ta juste- réponse, non, elle mais est ça- là. En vrai, le débat me blase d'une force, je vais pas te mentir, je te le dis. Mais non, mais c'est Ça me blase, intéressant en fait, de ça voir me les blase. intérêts. C'est-à-dire que et forcément, Aristeus a profité de l'occasion pour se mettre en avant sur le dos d'Hyperliquid. Non, mais Voilà, non, mais ma c'est réponse, une information. non, je vais te donner une réponse simple. Est-ce que Hyperliquid a lieu d'exister? C'est le produit qui a connu la croissance la plus rapide de toute l'histoire des cryptos dans les 2 dernières années, qui est en train de bouleverser tous les secteurs dans lesquels il évolue. Et vous me posez la question de est-ce que ce produit a lieu d'exister? Le marché lui donne raison. Le marché nous prouve que le truc a lieu d'exister. Alors là, Ensuite, on se base. c'est pas si péremptoire que ça. Je veux dire, bon, déjà, tu peux pas juste fermer un débat au motif qu'un protocole a acquis des utilisateurs en jetant 7 milliards de dollars. Et non, c'est faux. Ah, c'est faux ce que tu dis. Alors Totalement peut-être que c'est faux. faux, mais c'est pas pour autant qu'on ne doit pas poser la question, d'autant que cette notion
de prix de liquidation public n'est pas complètement inopérante. Au moins, on peut Oui, quand même mais se poser la question. Mais surtout moi, que je vais c'est te dire arrivé. que Ou Lilian, je sais pas Lilian, si- si tu veux répondre, vas-y, il n'y a Vas-y, pas de pardon. souci. Mais... non, mais juste, je te dis que la question de est-ce que Hyperliquid a lieu d'exister ou pas, elle est à balayer parce que le truc existe. Est-ce qu'un DexPerp a lieu d'exister ou pas? Il y en a plein qui existent. Il y a plein de gens qui tradent sur des DexPerp. Je suis pas un trader, donc je peux pas te dire pourquoi est-ce que j'ai l'intérêt ou non d'aller sur des DexPerp. Mais vraisemblablement, le marché te montre qu'il y a des gens qui ont envie d'y aller pour des raisons qui existent. Ensuite, on se base sur un avis d'un certain Sizi qui dit ça n'a pas lieu d'exister. Monsieur finance le concurrent direct d'Hyperliquid. Si, À ça un n'a moment pas lieu donné. d'exister tant que le prix de liquidation est public. Ce débat de fond, je pense, est intéressant. Après, si toi tu penses qu'il ne l'est pas, ok. Joe, vas-y. Et après, Ouais, on passe à la suite. Je vais rappeler qu'il y a quelques semaines, il y a des gens qui se sont mis ensemble, qui ont DM Justinson pour essayer de liquider une whale qui était sur Hyperliquid, justement. Parce que le prix de liquidation était public et tout le monde a voulu mettre un peu de sa patte pour liquider la whale. Donc c'est quand même un débat qui, pour moi, mérite d'être soulevé. Mais faut voir. Après, il faut voir aussi. Pardon, Oui. vas-y. Non, Non, j'allais je juste dire. GameStop aussi, tu vois, où tu as tous les mecs en fait qui viennent pour liquider une position parce qu'ils savent, parce qu'ils connaissent le prix de liquidation et quand tu as cette information, bah, ça mène à des mouvements spéculatifs massifs, mais ça fait peut-être partie du jeu hein, d'ailleurs. Moi, j'ai pas d'avis, moi, je pose des questions. Hein. Peut-être, c'est ça. Après, il faut voir. À Hyperliquid, il faut toujours voir. Une fois qu'ils auront distribué tous les airdrops. Je pense que c'est toujours trop. J'adore Hyperliquid, je suis bullish dessus, je trouve ça incroyable, le produit est incroyable. Mais une fois qu'il y aura vraiment plus aucune incentive, il faudra attendre 1 an pour vraiment tirer des conclusions sur sa pérennité sur du long terme, je pense. Bon, alors justement, on va maintenant parler, si vous voulez bien, des conséquences, tant sur les décisions qu'ont prises Hyperliquid en réaction à ce qui s'est passé. D'ailleurs, est-ce qu'on peut au moins leur savoir gré de la communication hein? Ils ont été plutôt transparents, ils ont réagi rapidement, ils ont dévoilé un peu les résultats de ce qui s'est passé, une espèce de post-mortem assez rapidement. Donc ça, c'est bien déjà, non, parce que bon, ça aurait pu être beaucoup moins bien fait et on aurait critiqué. Donc là, voilà. Mais alors justement, Lilian, parce que toi, tu as bossé là-dessus, je crois, hier soir tard, sur voilà, un peu le post-mortem et qu'est-ce qu'ils vont mettre en place pour que cette situation ne se reproduise plus, quoi, si j'ai bien compris. Ouais. En fait, du coup, pour comprendre ça, il faut quand même aller juste au bout de pourquoi est-ce que ça s'est passé et pourquoi il n'y a pas eu, pourquoi les systèmes de sécurité ne se sont pas déclenchés. Donc, je me permets de faire une petite parenthèse sur ça, du coup, ce que je voulais finir d'expliquer tout à l'heure, parce que sans ça, on peut difficilement comprendre leurs décisions. C'est possible que j'ai été trop vite. Vas-y, je t'en prie. Juste rapidement, donc l'ADL, donc l'auto-deleveraging dont on parlait à l'instant, aurait dû se déclencher, il ne s'est pas déclenché. Pourquoi? Parce que comment est-ce qu'il se déclenche? Il calcule un ratio entre le risque de la position, donc la taille qu'elle représente en fait en termes de perte, par rapport au collatéral qui est détenu dans le vault du liquidateur. Donc, je vous dis une bêtise, la position elle valait moins 10 millions, le vault du liquidateur valait 50 millions, le ratio est de 1 pour 5, ça se déclenche. Ok. Malheureusement, ça s'est pas déclenché. Pourquoi? Parce que comme je vous expliquais, donc en fait, le liquidateur vault, c'est un vault qui appartient au HLP. Et quand la position a été déplacée, quand la position a été héritée par Hyperliquid, en fait, le ratio, au lieu de calculer par rapport juste au vault de liquidation, il a été calculé par rapport à l'ensemble du HLP. Et donc, cette position qui était quand même vraiment dangereuse, elle n'a pas trigger le ratio, en fait. Parce que le truc était dilué par rapport à tout le HLP. Donc, ça l'a pas déclenché. Et ça, c'était un vrai problème. Et là, en l'occurrence, vraiment, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah ouais, vraie erreur. En fait, tu mets un truc de sécurité et tu prévois pas le fait que si un mec fait ce genre d'attaque-là, ton truc de sécurité va pas fonctionner correctement, en fait. Il va pas se calculer correctement et il va ne pas se déclencher parce qu'il voit pas le danger. Et c'est quand même un gros problème. Tu vois,
C'est comme si ton alarme anti-incendie, elle se déclenchait pas parce que tu t'étais trompé dans ton taux de détection de la fumée. Tu vois, au bout d'un moment, c'est Dans la dangereux, quoi. maison, tu as pris la fumée dans le quartier, quoi. Donc, Bah ouais, enfin, littéralement, vraiment, mec, la définition de ça, c'est tu as mis ton alarme incendie en dehors de chez toi, tu vois. Tu l'as mis sur le mur dehors. Bon, l'alarme. Alors, le truc fonctionne, hein. L'alarme incendie, elle va se déclencher. Mais elle est juste pas au bon endroit, quoi. À un moment donné, tu vois, tu te dis, bon, les gars, vous n'avez pas fait les choses correctement. Donc, effectivement, c'est ça, en fait, le grand souci, c'est que il y avait une vraie faille technique. Et quand je l'ai vu hier, j'ai vu qu'il y avait des gens qui l'avaient pointé du doigt et tout sur les réseaux. C'est ça le souci. Du coup, ça m'a permis de mieux comprendre la communication d'Hyperliquid hier. En fait, ils ont communiqué pour expliquer donc grosso modo ce qui s'était passé, qu'ils allaient rembourser les gens. Ils ont rappelé vite fait les faits et tout. Et ils ont expliqué, voilà, on a pris des mesures. On a pris 4 mesures en particulier pour corriger les choses. Donc la première mesure, bah, c'est le fameux liquidateur Vault par rapport à tout le HLP. C'est bah, en fait, on va le cloisonner tout simplement. On va arrêter de considérer que il est vraiment une partie du truc et que ce ratio il peut se calculer par rapport à. Non, c'est bon. On le cloisonne, il appartient au truc et sa taille limite, elle est réduite aussi. Voilà, il peut pas prendre, le liquidateur peut pas en fait englober l'entièreté du HLP s'il y a une position à risque. En gros, c'est ça l'idée. Si je vous résume vraiment, ils ont mis des garde-fous pour dire voilà, le truc, voilà, il est restreint, il est limité, machin. On va éviter que ce qui s'est passé hier avec le token Jelly qui n'a pas déclenché la sécurité, bah, ça n'arrive plus en fait. On cloisonne bien le truc, voilà. On remet finalement l'alarme anti-incendie dans la maison, quoi. Ensuite, il y a un deuxième point qui est intéressant qu'ils ont annoncé, c'est l'ajustement d'un truc aussi qui a fait beaucoup, beaucoup débat hier parce que les gens disaient mais attends, mais à quel moment tu laisses faire ça? Et ça aussi, grossière erreur de la part de la team, c'est l'ajustement automatique de l'Open Interest Cap. En gros, si tu veux, l'Open Interest Cap, c'est en fait la limite que peut atteindre l'Open Interest sur un actif. Donc en gros, la limite de tout le montant total de toutes les positions sur un actif doit être limitée. Ce qui s'est passé avec le token Jelly, je voulais bien préciser au début, c'est 4,5 millions de dollars de position sur un token qui a une capitalisation de 10 millions de dollars au moment des faits. Pourquoi est-ce que c'est passé sur Hyperliquid de faire ça? Parce que eux, en fait, l'Open Interest Cap, ils le calculent non pas par rapport au token, mais par rapport à l'ensemble du marché. Et donc là, ce qu'ils ont modifié, ils ont juste dit un truc qui est totalement évident et basique et qui aurait dû être mis en place dès le départ, c'est juste de dire, bah, l'Open Interest Cap, c'est juste un ratio par rapport à la capitalisation. Je vous dis une bêtise, le truc fait 10 millions de capitalisation, impossibilité d'ouvrir des positions qui dépassent 100 000 dollars. Je sais pas, un ratio, je t'ai pris un ratio au hasard, tu vois, ça se trouve, ça va être 10, ça se trouve, ça va être, j'en sais rien. Mais un truc juste tout à fait logique, tu vois, éviter qu'on puisse avoir des positions qui soient massives, qui soient ouvertes sur des trucs complètement illiquides, quoi. Donc ça, c'est évidemment un truc qui était logique et qu'ils ont mis en place. Bon, il y a aussi un mécanisme de potentiellement possibilité par la gouvernance des validateurs de délister des tokens s'ils n'ont plus d'intérêt. Ce truc-là, il s'était cassé la gueule. Il était à 10 millions de market cap, il avait aucun intérêt d'être sur la plateforme, il aurait dû partir. Donc voilà. Et il y avait, je crois, une dernière mesure, mais je sais plus c'est quoi. Ouais, quoique peut-être que c'est tout, je sais plus. Bon, si ça Attendez, je vais réouvrir mon thread, mais ça va peut-être. Tu nous diras. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, les copains, de ces mesures? Est-ce qu'elles sont bon, elles étaient nécessaires, ça, je pense qu'il n'y a pas de débat là-dessus. Est-ce qu'elles sont suffisantes? Et on va fermer cette discussion sur les conséquences sur réputationnelles, conséquences sur le token. Est-ce que vous pensez que certains disent dans une semaine on n'en parlera déjà plus, d'autres se disent ça va quand même entacher durablement la confiance. Voilà, on finit là-dessus sur peut-être un mot chacun sur les décisions et sur, c'est un pari bien sûr, sur les conséquences à long terme sur le protocole. Lilian, tu gardes la parole si tu veux et ensuite je fais tourner ou ouais. Ouais, si tu veux, ça me dérange pas. En fait, moi, vous l'avez compris, à mon avis, c'est qu'effectivement, il y avait des grosses failles, des failles importantes. Moi, ce que je vois, c'est que, un petit peu comme ce que disait tout à l'heure, je crois, Joe, c'est cette situation, elle a permis et peut-être un peu aidé par la pression qu'ont mise les plateformes centralisées sur Hyperliquid, ça a permis au moins de révéler quelque chose. Ça a révélé des failles, tu vois. J'aurais préféré qu'ils le fassent, et ça, c'est une attaque directe de ma part envers l'équipe, qu'ils le fassent par un
un audit d'une plateforme experte là-dedans, voire des bug bounty organisés pour forcer des devs, des hackers à essayer de trouver la solution, tu vois, plutôt que ce soit fait par le biais d'un vrai hacker. Maintenant, c'est le lot un peu de notre écosystème, hein, ça arrive tout le temps. J'ai des exemples comme ça, Mango Market à l'époque, le nombre de cas où des mecs ont préféré hacker directement plutôt que de payer, d'être payé par la plateforme pour essayer de trouver les solutions. Donc voilà. Bon, le résultat, c'est que on a trouvé des failles. Les failles ont été corrigées assez vite. Maintenant, si moi-même j'ai réussi à comprendre les failles du protocole, ça veut dire que c'était pas des failles quand même très importantes parce que je suis pas dev, je suis pas techos, je connais rien sur un protocole de DEX comme ça. J'ai quand même réussi à comprendre pourquoi il y avait eu des soucis. Donc bon, je me dis malheureusement, ça a encore entaché un peu ma confiance en l'équipe de me dire les gars, c'est quand même un peu dommage que vous ayez pas réussi à trouver la solution de tout seul avant, quoi. Peut-être qu'un petit audit aurait pu le montrer quand même avant qu'on soit dans cette merde-là. Donc voilà, heureusement, moi, ce que je retiens, c'est que ça s'est quand même bien fini parce que réactivité de l'équipe, parce que voilà. J'espère juste que ça se reproduira pas parce que je pense que s'il y a une troisième affaire comme ça dans les prochaines semaines, à mon avis, là, c'est le coup fatal pour la confiance envers l'équipe et par rapport à tout ce que je vous ai dit avant sur le sujet de la confiance vis-à-vis de la décentralisation et tout. Ça va être vraiment le moment où je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont descendre du train et qui vont lâcher l'affaire. Maintenant, si ça se passe bien, s'ils repartent et qu'il n'y a plus de soucis, ça va permettre à la plateforme de grandir par rapport à ça, de montrer que ça y est, voilà, ils ont évolué sur leur côté, leur erreur de jeunesse, tout comme Solana a évolué sur ses erreurs de jeunesse d'être bloqué pendant 2 jours il y a 3 ans, on n'en parle plus trop aujourd'hui. Bon, voilà mon avis sur le sujet. Ok, très cool. Joe, si tu veux. Ouais, tu as comparé ça à Solana. J'aimerais bien comparer ça aussi à BitTensor, qui a eu aussi un massif FUD à un moment, s'est fait attaquer. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'en parle plus. Je pense que Hyperliquid, c'est pareil, c'est un projet qui est un des plus innovants de ce cycle. Je pense qu'il va nous le montrer, il va continuer de nous le montrer. Et que voilà, c'est un FUD passager. Je pense que ça leur a appris des leçons importantes. Et un sujet dont on n'a pas parlé, c'est l'hyper-IVM. Alors, je sais qu'on s'est beaucoup concentré sur la plateforme PERP. L'hyper-IVM, j'ai mis quelques... C'est la partie d'après. Ah, pardon. Ah, moi je croyais que c'était terminé ici. Ah, ok. Ça a duré 6 heures. Hein. Non, ah, pardon, ok. Là, on va fermer le sujet de l'exploit. Mais moi, je suis dég. En vrai, moi, je vais devoir vous laisser. Alors, vous savez quoi, les j'aurais trop aimé parler de la Hyper-EVM, mais si tu veux, on se refait un live sur le sujet. Mais mieux Après, que tu peux en parler avec Joe. Joe, il est au clair de ce qui se passe. En vrai, même moi, je t'avoue, un replay de 6 heures, c'est imbuvable. Et en fait, là, je suis très content de cette discussion. Elle a duré un peu plus longtemps que prévu, mais je pense que c'était nécessaire. Et en vrai, je pense qu'on a vraiment tout abordé. On se refait la chronique sur tech, écosystème d'Hyperliquid. On se fixe ça dans les prochaines semaines. Là, dès qu'on coupe le live, je reviens vers vous et on se fixe ça. OK, Ouais. Je laisse quand même, Joe, dernier mot. Moi, je vais être obligé de vous laisser maintenant, mais je suis désolé. C'était parfait en tout cas. Merci beaucoup. Ouais, désolé d'avoir un peu trop monopolisé la parole. Non. Tu mérites. Et en tout cas, merci de l'invite. Et c'est bien d'en parler avec ceux qui savent de quoi ils parlent et qui ont bossé le sujet. Ouais, c'était cool d'en discuter avec vous. Donc, merci. Et puis, Lilian, sur la forme, hein, tu sais, ici, on est là pour poser toutes les questions, même celles qui peuvent paraître pour certains inopérantes. Non, mais tu sais quand je suis… Parfois, je suis un peu… Et c'est pour ça que je te dis, je suis quelqu'un qui débat avec avec passion, donc parfois, je peux m'emporter sur des trucs… En tout cas, c'est pour ça que j'aime bien débattre. Dernier truc sur le sujet, autant pour certains, on aurait pu se dire, ouais, Lilian, tu défends un peu trop Hyperliquid, mais je précise à tout le monde, écoutez son intervention jusqu'au bout, et en fait, il ne déresponsabilise pas du tout ni la team, ni le protocole. Donc voilà, donc pour ceux qui l'ont vu en diagonale et qui se disent, ouais, Lilian, t'es trop biaisé. Non, parce que franchement, c'est l'impression que… Je suis obligé. Mais en vrai… quand on écoute jusqu'au bout, on se rend compte que tu es hyper, je trouve, équilibré sur le sujet. Merci pour ça, Lilian. On te libère et on finit sur le dernier mot ensemble. Ciao les gars, à plus. Ciao. Merci encore. Salut. Ouais, donc Joe, peut-être un mot de la fin sur, je répète, les solutions qui ont été mises en place suffisantes, nécessaires. Et puis surtout, à long terme, on prend un pari sur la réputation et la confiance. Ça va le faire ou alors c'est compliqué?
Ouais, je pense que c'est très intéressant ce qu'ils ont fait. Je suis très content de voir qu'ils ont avancé et qu'ils ont pensé à tout. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient partis du HLP, du coup, par peur, je pense. C'est un truc qu'il faudra suivre parce que je pense que ça représente directement la confiance qu'on a dans le protocole. Donc, toutes les données sont publiques, vous pouvez regarder et je pense que ça reviendra surtout, en plus le HLP, il y a un APR sur le HLP, donc plus il est grand, plus ça incentive les gens à venir. Voilà, je suis plutôt confiant sur la suite. Pour moi, ça reste un projet, qui a beaucoup de valeur et j'ai hâte qu'on parle de Hyper-IVM parce que c'est encore un sujet très, très différent. Voilà. Ah, pardon. Oui, c'est prévu. Promis, on le fait. Je te dis, je reviens vers vous rapidement pour qu'on Pas fixe de ça souci. parce que même moi, ça m'intéresse de comprendre et de faire comprendre que Hyperliquid, c'est pas qu'un DEX. Derrière, il y a une blockchain, un écosystème. Mais moi, je ne savais pas. J'ai découvert ça et j'ai envie d'en savoir plus. TX sur le mot de la fin. Ouais, moi, j'aimerais surtout apporter l'éclairage sur, je vais un peu me répéter sur ce que j'ai dit avant, mais sur le fait que, ouais, c'est pas des plateformes décentralisées. Donc là, je parle de Hyperliquid, mais de plein d'autres protocoles. En fait, il y a très peu de protocoles qui sont vraiment totalement décentralisés. Mais que c'est pas forcément une mauvaise chose et que bah aujourd'hui là, ils ont pris des mesures pour améliorer ça. Ils ont fait des erreurs, ils ont amélioré ça, et tant mieux. Mais ouais, faut toujours garder en tête que on peut pas avoir la même confiance dans ce genre de projet qui est plus pour moi un business que tu en auras dans un vrai protocole décentralisé comme Bitcoin, quoi. Et donc, garder cet esprit, ouais, que ce qu'ils font, c'est cool et de toute façon, on a bien vu, la croissance qu'ils ont eue et l'argent qui se trouve là-bas, c'est un bon, heu, c'est une bonne mesure de cette popularité et du fait qu'ils fournissent un produit utile. Mais il faut pas les glorifier non plus, ça reste un business, quoi. Ils sont là pour faire de l'argent, ils sont là pour, c'est pas, ouais, c'est pas une charité, quoi. Et alors, sur les conséquences à long terme, à ton avis? C'est un pari, encore une fois, on précise à tout le monde, hein, on n'en sait absolument rien et ce qu'a dit Joe est fondamental. Data drives decision. C'est les datas qui démontreront si oui ou non les gens ont perdu confiance durablement. TX, si tu dois faire un pari, à ton avis? Ben, personnellement, moi, je précise juste, j'ai pas d'exposition au token hype directement. Je précise juste. Je pense que, vu le bon boulot qu'ils ont fait jusqu'ici, ils sauront rebondir et ils arriveront à continuer à proposer des produits utiles qui feront qu'ils regagneront cette confiance, je pense. Hem et ouais, c'est tout en fait. OK. Je pense qu'ils sauront rebondir. Non, mais c'est bien. Bah, écoutez, je pense qu'on a fait le tour. En tout cas, je pense que cette vidéo, vraiment pour le coup, elle doit en tout cas devenir, je pense, une référence, hein, de cet événement, entre guillemets, parce que tous les avis ont été donnés, en tout cas j'espère, et on a vraiment bien compris les faits, les conséquences et puis surtout les décisions qu'ont pris la team. Merci infiniment, Joe et TX, d'avoir pris le temps ce matin de me rejoindre pour me Merci faire à toi. part, avec Lilian, bien sûr, hein, de votre expertise et de finalement le résultat de vos recherches et du temps que vous passez à bouffer de la doc parce que nous, on ne le fait pas, pas suffisamment. Merci infiniment. Je vais vous libérer et Ouais, vous souhaiter un excellent week-end. Et voilà. Merci, Joe, et merci à merci. vous aussi. Merci beaucoup. Merci les gars. Merci. Et on Ciao, se fait rapidement la chronique sur l'écosystème Hyperliquid. Ça j'oublie pas. m'intéresse vraiment. Je reviens vers vous rapidement. Merci messieurs. Ciao. Cette émission est terminée après 3h30. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas fait une émission aussi longue. J'espère que vous avez apprécié. Maintenant, normalement, vous êtes imparable sur ce qui s'est passé sur Hyperliquid, sur les enjeux, sur les conséquences possibles et surtout sur la suite des événements pour ce DEX PERP. Merci de nous avoir suivis. Je vous rappelle que vous pouvez nous soutenir grâce au Tipeee, que vous trouvez le lien dans les commentaires. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour grosse soirée d'Innovox, lundi soir, mardi matin, GM Web3 en français, mercredi matin, GM Web3 en anglais sur Multiversix, vendredi matin, GM Web3 en français également. Suivez-moi sur les réseaux pour avoir le programme en temps réel. Passez un très très bon week-end
Et je vous dis à bientôt. Salut, salut.